Bonjour à tous nos nouveaux clients et habitués du bar et Louisette. C'est parti pour la saison 2 avec des nouveautés et plein de nouveaux travaux dans le bar. Notamment pour cette saison, on est accueilli par la radio Studio Zef, c'est-à-dire la bande FM de Blois. Et on sera émis tous les mercredis après-midi sur 91.10 et notamment émis sur le site studiozef.fr. Voilà pour les nouveautés et travaux de cette saison. Et on est présent sur toutes les plateformes de podcasts favoris et sur les réseaux, notamment Twitter, YouTube, Facebook. Et on attend vos réactions surtout et vos commentaires. Voilà, ça va nous faire vivre, ça va nous motiver à continuer sur cette saison. Et ça va nous faire plaisir, nous faire vivre moyennement. On vit bien déjà, grâce à... Et donc pour cette saison 2, on retrouve nos 3 piliers de comptoir préférés. Salut Steven. Salut Louisette. Salut Gaët. Salut Louisette. Salut Fred. Salut Louisette. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais on a quand même eu 2 gros films qui ont fait polémique. Eh oui. Notamment... 2 gros films français. Et 2, ouais, c'est ça. 2 films fantastiques. On pourrait voir. Bac Nord, c'est un film fantastique. Oui. La science-fiction quoi. Le premier, Titane de Julia Ducournau, qui est sorti, qui a gagné la Palme d'Or à Cannes. Tout à fait. Et qui est sorti mi-juillet, en début juillet, je me semble. Un truc comme ça. Ouais. Et le dernier, Bac Nord. Il est sorti pour le pass sanitaire, je crois. Ouais, comme Kaamelott quoi. Donc Kaamelott c'était la semaine, même pas. L'avant-première était un jour avant le pass sanitaire. Exactement. Et dès le mercredi, c'était le pass sanitaire. Il s'est fait plumer pour le pass sanitaire. Ouais, du coup, le Titane début de l'été et Bac Nord en clôture de l'été, justement. Alors, on a tous vu Titane, là, par contre. Oui. Ah. Du coup, ça peut peut-être valoir le coup de comprendre un peu les tenants et les aboutissants, pourquoi ça a fait polémique, ce qu'on a pensé du film aussi, et essayer de voir un peu ce qu'on a pensé de ce film-là, quoi. Mais est-ce qu'on peut essayer juste de le résumer en une phrase? Essayez. Non, je vois même pas. Moi, je vois même pas comment. Moi, je pense que ça se résume pas et que c'est pas fait pour être résumé. Ouais. Alors, on va quand même donner des petits éléments là dans ce qu'on va parler, mais honnêtement, le résumé. D'abord, on commence avec Alexia, qui est assez asociale. Qui commet des meurtres et qui s'échappe. C'est ça son asocialité. qui s'échappe et qui finit par prendre l'identité d'un enfant qui est porté disparu il y a 10 ans. Et Vincent Lindon reconnaît en Alexia, qui est assez masculin à ce moment-là, son enfant disparu. En gros, c'est le point de départ du film, on pourrait dire ça. À peu près. Point de départ, là, on est déjà plus de la moitié du film. Mais c'est les dynamiques du film, non? C'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, en tout cas. Même si la bande-annonce, il n'y a pas de parole. Moi, j'avais trouvé justement la bande-annonce. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la bande-annonce au ciné. Justement, il n'y a rien qui est donné sur le contenu de l'histoire, sur le contenu narratif. Par contre, ce qui est donné, c'est un peu, on va dire, la charte graphique. Oui, tout à fait. Oui, et les sensations du coup, ça peut donner visuellement. Ça, les colorations, la colorimétrie, la colorimétrie et la violence du film. Oui, parce que même si là, ce que tu as raconté, ça va jusqu'au milieu du film, finalement, en fait, tu n'as rien raconté de ce qu'on ressent vraiment face au film. Pour essayer de se situer, pour et voir notamment le alors, film. dans la deuxième partie, où là, du coup, les sensations sont vraiment particulières de ce qu'on a. Et on pourrait même spoiler, je pense, de A à Z, qu'on n'aurait pas une seule idée. Non, on ne comprendrait pas ce que ce film. Exactement, et de ce qu'on ressent devant le film. Ouais. Ah bah du coup, justement, est-ce que vous avez apprécié ou pas ce film? Je sais même pas si c'est possible de résumer le truc comme ça. Mais qu'est-ce que... c'est vrai que c'est compliqué. C'est une vraie question que tu te poses. Moi, je pense qu'il y a des aspects qui m'ont plu, mais ça va être ponctuel ou dans une dynamique que tu attrapes en cours de film. Mais je suis sortie du film, j'étais là, je crois qu'il y a des choses que j'ai pas pu attraper par une première lecture, en fait. Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai aimé, je peux commencer, ce que j'ai aimé, c'était d'emblée, cette scène où elle danse sur la voiture, qui pour moi est une déclaration d'intention. Voilà, elle est hyper sexualisée, elle est sursexualisée dans un salon automoto. Ah oui. Et juste après, elle commet son meurtre. Et là, je me suis dit, olé. Et puis surtout, cette scène, elle est filmée de manière. C'est incroyable. C'est magnifique. Moi, ça m'a happé tout de suite dans le film, en fait. C'est hyper bien chorégraphié. Et c'est cette réflexion surtout sur le genre et la femme. Oui, complètement. Ouais, tout à fait. Et dès lors qu'elle commence à tuer le mec qui essaie de l'agresser sexuellement, je me suis dit, ok. Donc là, elle est en train de mettre en scène le « et si la femme elle répondait ?» Voilà. Mais ça va de suite plus loin quand même. Il y a une première scène comme ça. Moi aussi, je me suis dit, tiens, est-ce que ça va être bêtement ça? Non, voilà, une espèce de zodiaque. Et non, en fait, ça va beaucoup plus loin immédiatement après. Quoi, en fait. Mais ça commence effectivement là-dessus. Mais elle se construit en fait une nouvelle identité et en fait, elle s'aborde. En fait, elle essaye d'annihiler tout ce qui maintient sa condition de femme sexualisée. Et en fait, elle met à mort tous les gens qui la voient comme un fantasme. Et tous les gens qui l'ont détruit depuis le début. Je parle notamment de la relation avec des parents.
pour moi, toute la première partie, c'est ça, elle fait imploser tout ce qu'il a construit en tant que monstre finalement. Bah, Alors ouais. on peut peut-être continuer plutôt le tour de table du coup. Ouais, Louise, on pourra essayer d'analyser un peu si après. tu devais résumer du coup ton ressenti pour le film, c'est que c'est plutôt positif, mais il y a des choses assez cryptiques C'est- sur lesquelles t'as c'est pas ça. pu, sur lesquelles t'as pas eu prise quoi directement. C'est comme un énorme rêve avec beaucoup Ah oui, de totalement. fils thématiques Ouais. Ouais, ouais. qui prennent forme on verra plus tard dans sa dynamique, sa dialectique, mais voilà, c'est pas une histoire conventionnelle, on va dire. Ah, ouais. Voilà, Ouais, c'est ouais. un nouveau genre, ouais, c'est vrai. Toi Steven, qu'est-ce que t'as pensé globalement, généralement du film? Bah, globalement, moi je suis sorti comme j'ai l'impression quand même beaucoup de monde. Je suis sorti du film en sachant pas trop Ouais. qui j'étais. Non mais en sachant pas trop ce que j'en pensais parce qu'en fait tout se passe comme si j'avais besoin de digérer tout Ouais, ça. ouais. Et du coup voilà, je savais pas si j'avais aimé, si j'avais pas aimé. Et avec le recul, je me dis que justement cette sensation de choc que j'ai eu en fait que pour moi c'est un très grand film. Précisément parce que ça m'a totalement sorti Mm. de ma consommation habituelle du cinéma. Ouais. Et j'ai l'impression que voilà, c'est une proposition. Je comprends pourquoi ça a fait polémique, Ouais. mais je comprends aussi pourquoi ça a eu la Palme d'Or. Et pour le coup, moi je suis très content que ce film-là ait eu la Palme d'Or parce que on a un film là qui est très clivant, qui est une véritable proposition nouvelle et qui pour moi fonctionne très bien justement mais j'y reviendrai peut-être dans l'analyse, si on le considère comme un rêve ou plutôt même comme un cauchemar et qui émotionnellement fonctionne exactement comme un cauchemar et construit exactement de la même manière. Ouais. Voilà. Donc moi j'aime bien. Bon toi Fred, qu'est-ce que t'en as pensé en quelques mots, quelques phrases? Oui, bah pareil, quand on sort de là, on ne sait pas exactement ce qu'on a vu, on ne sait pas exactement ce qu'on a ressenti, et c'est vrai qu'il faut que ça décante à un moment donné. Alors après, moi, je le considère pas quand même comme un très grand film. Je pense qu'effectivement, il réussit, grâce à une élaboration formelle, à nous donner des sensations très fortes, et rien que pour ça, enfin, ça vaut le coup de le voir, hein, quoi qu'il arrive. Et des sensations qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, justement, quand tu disais que c'était pas une histoire conventionnelle. Effectivement, ça nous prend pas part, enfin, on est déstabilisé en tout cas à un moment donné du film, on passe presque d'un film à l'autre à un moment donné, et du coup, oui, on est déstabilisé, on est même, il y a quelque chose d'un peu négatif. C'est inconfortable, quoi. Ouais, exactement. Il y a vraiment quelque chose d'inconfortable, donc c'est très fort de nous mettre dans ces états-là avec un film qui en plus démarrait, on n'avait pas trop l'impression qu'il allait dans ce sens-là. Mais après, j'ai quelques réserves quand même sur le film, sur la manière de raconter certaines choses. On y reviendra progressivement. Donc, moi, je pense que c'est une vraie expérience de cinéma. Il faut aller le voir, mais je pense quand même que ça va laisser, et presque volontairement, beaucoup de spectateurs sur le côté du chemin, et ça remplit pas totalement, même pas du tout, les conventions d'un film de genre qui doit quand même faire plaisir aux spectateurs. Bon, Ouais. mais on y reviendra. Voilà, j'ai quelques réserves là-dessus. Gaët? Bah moi en fait j'ai trouvé que c'était un film, c'est ça, tu disais que ça respectait pas les conventions, je dirais même que ça viole en fait toutes les conventions qui existent au niveau cinématographique. Le truc avec ce film là, du coup moi j'ai une relation un peu comme vous en fait, d'amour-haine avec ce film, c'est-à-dire qu'en fait on passe par une phase où on se demande vraiment ce qui se passe, on voit un film qui ressemble à aucun autre. Effectivement, on pourrait presque considérer qu'on a deux films dans un même film. On arrive un peu au climax de l'horreur en milieu de film, puis après on redescend d'un cran et on part sur une histoire beaucoup plus intimiste. Donc quelque chose qui est très déboussolant. Après, à côté de ça, il y a des qualités graphiques qui sont absolument indéniables de la part de Julia Ducournau. Elle s'est filmé des images, elle s'est filmé des putains d'images. Ouais. En termes de caméra portée, en termes de plans, etc. C'est vraiment magnifique. Elle travaille avec des couleurs qui sont absolument magnifiques aussi. Et il y a un truc que j'apprécie chez Julia Ducournau, c'est le genre de cinéaste en fait où tu pourrais presque couper le son et où en fait l'image te raconte tout. T'as pas besoin des dialogues en fait. T'as presque pas besoin des dialogues. Surtout qu'elle parle pas beaucoup dans le film. Il y a très peu de dialogue. Ouais. Par contre, le son a quand même une grande importance. Oui, non, je parle. L'architecture sonore a une super grosse importance sur ton ressenti. Je me permets parce que tu en parles, mais j'ai réécouté toute la bande son de. Je sais plus qui fait ça. C'est le mec qui avait fait aussi la bande son de Grave. Ouais. Et en fait, c'est quasiment que de la musique d'ambiance. Ouais, c'est plus des effets, même des effets stridents. C'est vraiment des effets, et t'as une construction qui fait que le film est aussi porté par ça. Mais je vois ce que tu veux. En fait, tu peux couper les dialogues. En fait, c'est plus ça que je voulais dire. Il y en a quasiment pas, c'est clair. Tu peux couper les dialogues et en fait, tu comprends thématiquement le film. Je pense qu'on pourrait comprendre thématiquement le film en coupant totalement les dialogues des personnages. C'est beaucoup de mouvements, tout est basé sur le mouvement aussi. Et quand on fait du cinéma, moi je trouve que c'est la meilleure façon de faire du cinéma, c'est-à-dire tu coupes les dialogues. Est-ce que l'image se suffit à elle-même
Et je pense que Ducournau, elle arrive. Comme dans Kaamelott. Alors là, pour le coup, c'est l'antithèse. C'est l'inverse de Kaamelott où tout est basé sur les dialogues. Et donc ça, j'ai plutôt bien kiffé, quoi. Bah oui, alors c'est le truc du show don't tell, quoi, du cinéma, de montrer sans dialogue explicatif. Mais du coup, ça sera aussi un des petits trucs que j'ai contre ce film, entre guillemets, c'est que on voit que c'est quand même le film d'une étudiante en cinéma qui a quand même qui a digéré et qui régurgite énormément de ce qu'elle a appris, non seulement au niveau des références au film, mais aussi dans sa manière d'avoir un vrai recul sur ce qu'elle fait. Là, je pense un recul total sur ce qu'elle raconte. Peut-être là aussi de manière totalement inverse avec le prochain film dont on va parler. Mais là il y a vraiment quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle raconte et pourquoi. Il y a un côté quand même un petit peu démonstratif d'une étudiante en cinéma qui veut montrer qu'elle a les références et qu'elle va montrer aussi comment est-ce qu'elle va raconter les choses. Ok, ouais. Moi je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. C'est surtout que tu vois toutes ces références et tout qui sont des références pas non plus appuyées. Je trouve pas que les références, ça soit spécialement... Mais je parle pas que des références, hein. C'est aussi dans le recul critique qu'elle a. Elle sait très bien ce qu'elle raconte et elle va pouvoir en parler de manière assez complète. Et je pense que justement, elle a fait exactement ce qu'elle voulait raconter et les sensations qu'elle voulait produire. Même, j'ai un petit questionnement vers la fin, mais alors que justement, je pense que Cédric Jiménez n'a pas du tout cette conscience-là, quoi. Mais sur la démarche personnelle, je pensais notamment à... Moi, ce qui m'a beaucoup dérouté, c'était le lien avec la voiture. Et c'est surtout ça, en fait, c'est pas parce qu'il y a la fameuse scène finale, mais déjà la relation sexuelle avec la machine, machine sur laquelle elle dansait la scène d'avant, donc cette espèce de rapport, et vraiment, j'ai vraiment beaucoup réfléchi à ça après visionnage. Et je me demande où est-ce qu'elle veut nous emmener avec ce lien avec la voiture, et cette scène finale justement où cette musique épiphanique, très liturgique, et puis là ça c'est fini. Voilà, on a les crédits et puis basta. Et j'ai trouvé ça super déroutant, vraiment le lien avec la voiture. Le reste ça va, mais vraiment la voiture, j'ai encore du mal à comprendre son propos en fait à Julia. Pour moi en fait le truc de la voiture c'était plus une métaphore pour dire que l'humain en tant que tel, l'humain actuel, avec ses capacités actuelles, avec ce qu'il est fondamentalement, il est dans une impasse et il empêche les gens de s'émanciper complètement. Et que du coup, en fait, finalement, l'humain, il doit renaître sous une autre forme et il doit devenir l'humain, il est obligé de devenir autre chose s'il veut s'extirper de toutes les impasses dans lesquelles il est. Après, il y a des impasses claires qui sont mis en avant dans ce film-là, il y en a d'autres qui sont mises en avant dans Grave, mais du coup, ça passe par une renaissance et une espèce de transhumanisme. Et l'être humain est obligé de se dépasser pour s'extirper de tous ces problèmes-là. Mais je sais pas comment chose qui se contredit avec la deuxième partie du film, c'est-à-dire que si elle ne croit pas en l'humanité, en soi, parce qu'elle passe par le biais de la voiture comme métaphore de... Voilà, mais du coup, elle se tourne vers la machine pour avoir une relation sexuelle. Mais dans la deuxième partie du film, elle récupère un peu son humanité avec Vincent Lindon. Oui, mais elle y arrive. En fait, ils enlèvent tous les filtres, justement, et en étant les plus animaux possible, en étant très animaliers, je peux le dire, pas leur animalité, sûr, voilà. Ils arrivent à se regarder tels qu'ils sont réellement. Donc, c'est pour ça que la voiture, je trouve qu'à chaque fois, elle est vraiment en dissonance avec ce qu'elle dit dans la deuxième partie, quoi. Non, je suis pas d'accord parce que, tu vois, en gros, la voiture, le premier contact, le film commence avec la voiture. Oui. Avant même le générique, on a cette scène. Dessous, on passe sous la voiture à l'intérieur. Oui, puis la scène de l'accident. La scène de l'accident surtout. Ah oui, avec le papa. Comme s'il y avait un bout de voiture qui c'est le choc traumatique qui va expliquer sa déshumanisation. Dans la première partie du film, en tout cas dans une partie du film, elle est totalement déshumanisée. Et quand elle sort de l'hôpital, première chose qu'elle fait, c'est un contact physique avec la voiture. Et donc, on a cette scène dont tu parlais de relation sexuelle avec la voiture, qui revient à la fin avec le camion de pompiers. C'est le moment où, si je me souviens bien de la chronologie, même si la chronologie est assez floue et ce que je trouve assez cool moi dans le film, c'est le moment où elle se sent un peu rejetée parce qu'elle danse. Voilà. Donc il y a un rejet, et si on suit ce personnage comme étant la quête d'une sorte d'amour qu'elle n'a jamais eu, eh ben on voit que la voiture c'est une sorte d'échappatoire, c'est un pis-aller par rapport donc on retombe sur du truc mécanique. Donc moi je trouve qu'il y a une certaine cohérence en fait dans cet usage de la voiture. La scène de l'accident,
donc qui fait qu'elle a un bout de titane, un quoi, bout du de coup. titane dans le crâne. C'est parce que son père rejette la fille. Oui. Et que quelque part, c'est sa réaction violente qui conduit à l'accident. Oui, donc elle fait peut-être un transfert sur la voiture à ce c'est parce moment-là. que effectivement il y a un problème d'amour entre le père et la fille dès le départ, c'est le truc. Alors là où elle est intelligente, c'est qu'elle nous donne pas la poule et l'œuf, quoi. On sait pas si le père est comme ça parce qu'il a senti que sa fille était déjà une psychopathe. Il a l'air vachement apathique, le père. Oui, mais est-ce qu'il est comme ça parce qu'il l'a senti déjà comme ça, ou alors est-ce qu'elle elle est comme ça parce qu'elle a jamais eu l'amour de son père. Là on peut pas trancher là-dessus. Et d'ailleurs je voulais rebondir sur ce que tu dis là, et c'est un truc que je trouve à la fois cool dans le film et qui moi me laisse sur la réserve, c'est-à-dire qu'en fait ce personnage d'Alexia, on n'arrive pas à l'appréhender totalement en fait. Il y a pendant 45 minutes, 50 minutes, on comprend pas ce que c'est que c'est. Pas, hein. Bah ouais, on n'arrive pas à s'y attacher, on comprend pas qui c'est cette meuf, on comprend pas si sa violence elle est pathologique et c'est juste une tarée de la vie, ou si vraiment c'est ce choc qui l'a rendue violente, si elle mérite si quelque part elle a subi des violences. La petite a une tête bizarre avant le choc, hein, déjà. Allez. Non mais c'est vrai, mais elle est montrée comme ça. C'est ce 19e ça. Ah bah non, mais non. Elle est montrée réellement comme ça, c'est-à-dire avec des yeux bizarres, avec des traces noires, elle regarde son père d'une certaine manière. On sait pas si c'est créé par les parents ou créé par la gamine. Exactement. On ne sait pas si elle est comme ça depuis le début ou si c'est à cause du manque d'amour qu'elle est comme ça. Mais par contre, elle est comme ça avant le choc. Et quand elle a mal au ventre, lui, je crois qu'il est gastro-entérologue, un truc comme ça. Il a pas, mais de façon très clinique, comme un animal, quoi. Et en fait, c'est ça que je trouve cool, moi, c'est qu'elle cite explicitement une référence, elle cite Terminator, en fait. Et elle dit, j'ai pensé à Alexia comme Schwarzenegger dans Terminator. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant avec le Terminator, c'est que c'est quelqu'un qui s'attache pas, donc c'est une machine, mais des fois, il commence à s'attacher, enfin, il commence à s'humaniser, mais tu sais pas s'il s'humanise parce que c'est programmé, tout ça, ou s'il le fait fondamentalement parce qu'il commence à avoir un cœur, une âme, etc. Et Alexia, en fait, elle est un peu pareille, quoi. Elle est un peu pareille. Je suis d'accord, en fait, si on s'attache pas à elle au début du film, c'est précisément parce que je pense que c'est un personnage sans identité. Et c'est ce qui a pu déranger. Moi, j'ai vu quelques critiques qui disaient c'est pas un vrai personnage, et je pense que c'est ça qu'elle veut nous raconter. Et Alexia, c'est la Google Home de je sais pas quelle marque d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un lien avec Google, du coup. Ouais. Et du coup, elle a pas d'identité, et c'est progressivement par l'amour de Vincent Lindon qu'elle va se créer une identité. Et c'est là où je pense qu'en tant que spectateur, tu t'attaches aussi à elle. Mais c'est vrai qu'au début, moi je suis d'accord, c'est un personnage qui a tellement pas d'identité véritable qu'on ne peut pas s'attacher à elle. Oui, elle est montrée vraiment que comme une psychopathe et uniquement comme ça, quoi. Totalement déshumanisée. Il n'y a rien d'autre. Et du coup, moi je suis vraiment d'accord avec ce que tu disais sur le concept de transhumanité. Bon, il y a déjà cette déviance sexuelle un petit peu qui était présente dans Grave. La problématique quand même de l'amour paternel qui était également là. Et là, c'est la problématique qui démarre le film et c'est la problématique qui finit le film. Le film, justement, dénoue la problématique initiale avec un nouvel amour paternel pour une nouvelle humanité. Et effectivement, ça va... C'est-à-dire, dans son discours à Cannes, elle parlait d'une fluidité, une fluidité de genre, etc., qui se retrouve totalement dans le film. Mais je pense qu'elle est même à l'avant-garde de l'avant-garde, puisqu'elle va parler de transhumanité, de post-humanité avec ça. Et avec une solution, qui est quand même une solution un peu philosophie première année, quoi, disons. L'amour sauvera tout. Non, mais ça passe très bien dans le film parce que justement c'est pas expliqué, c'est ressenti de cette manière-là. Donc du coup on a les sensations et ça fait pas idiot. Mais finalement c'est juste ça, c'est un manque d'amour paternel au début et à la fin un nouvel amour paternel pour une nouvelle humanité. Mais ce qu'elle dit elle dit que pour elle c'est d'abord une histoire d'amour avant tout. Et c'est pas du tout ce que je me suis dit en sortant du film. C'est vraiment que ça, c'est l'élément déclencheur qui noue les choses, c'est ce manque d'amour au début, et l'élément qui va dénouer les choses, c'est ce nouvel amour pour une nouvelle humanité, mais un amour qui est quand même complètement en fait c'est pas du tout les mêmes amours qu'ils attendent l'un de l'autre. Ah oui, ça évidemment c'est un amour qui vont c'est vraiment dérangeant, quoi. Comme ils construisent une transhumanité, ils construisent aussi un amour, mais après qu'il y a un amour quand même humain, assez classique, quoi. Sauf que c'est un amour choisi plutôt que égoïste. subi. Je trouve que c'est un amour égoïste dans le sens où ils partagent pas les mêmes attentes. Oui, tout à fait. Chacun est très individuel et animal et ils se complémentent quand même. Parce que dans le film il reste individualité, mais c'est vraiment l'image de fin qui va réunir. Mais effectivement, on a l'impression que chacun des personnages est enfermé dans sa propre illusion et c'est une espèce d'illusion partagée. Oui, mais on sait en même temps. Et c'est là où moi je trouve qu'il y a un truc qui se passe au moment où justement où Vincent Lindon lui dit en gros, en fait je sais. Oui. Je sais qui tu es. Je sais pas qui tu es, mais je sais que t'es pas mon fils. Voilà, c'est ça. Mais d'ailleurs, au passage, c'est une super belle scène. J'ai trouvé super bien. Moi j'ai trouvé que c'était une belle scène, et c'était un moment où tu vois, tu casses une espèce d'illusion dans laquelle on était, où on se demandait s'il avait pas des doutes et tout, et là
tout est mis à plat et dit mais je sais. Et précisément, c'est cette image, je pense, de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, au fond, peu importe qui tu es, ce que tu fais, ce que tu es profondément, etc. Je t'aime toi parce que t'es là. Et puis voilà. C'est un peu le truc de Montaigne et la Boétie parce que c'était toi, parce que c'était moi. Enfin, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Là, c'est plus parce que t'es là, parce que je suis là. Quoi. Ouais, il y a un peu de ça, mais ils acceptent quand même de donner l'amour, de le recevoir, etc. Ouais. Donc il y a quand même cet amour voulu, choisi d'un père de substitution et d'un enfant de substitution, mais qu'au fond, qui se donnent leur amour. Quoi. C'est pour ça qu'au fond, l'égoïsme, c'est pas plus égoïste d'aimer quelqu'un parce qu'il est là que d'aimer ton fils parce que c'est ton fils. Mais là, c'est d'autant plus. C'est vrai que ça, c'est une vraie leçon sur l'amour finalement. Quand on est en couple et qu'on s'aime entre nous, est-ce que c'est le même amour ? En fait, ce film, du coup, réfléchit là-dessus, quoi. Ouais. S'il n'y a pas un décalage à chaque fois avec les sentiments, mais est-ce qu'on se contenterait pas de ça finalement ? On n'irait pas chercher plus loin. Et on disait justement, du coup, cette Alexia, en fait, elle a une crise identitaire, elle sait pas trop qui elle est, elle sait pas trop ce qu'elle aime. D'ailleurs, c'est un personnage qui reste totalement à distance du spectateur, qu'on n'arrive pas à appréhender nous-mêmes parce qu'elle est face à cette crise identitaire. Et une des choses que j'ai bien aimé, et là Steven il va pouvoir un peu développer là-dessus, c'est l'idée de comment elle représente la crise identitaire de la personne en fait, et comment elle le symbolise graphiquement, tu vois. Et est-ce que tu m'avais parlé sans des pistes non mais vas-y, balance vas-y maintenant explique ma théorie. Non mais en gros, sans transition, je te laisse parler de ta théorie. Non, oui, une théorie ça va un peu loin, le terme va un peu loin, mais en gros, moi, ce que je vous disais, ce que j'ai apprécié, c'est cet aspect cauchemar, où j'ai pas l'impression de voir un film qui nous montre un cauchemar, mais un film qui est un cauchemar et qui nous fait expérimenter le cauchemar. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez bien foutu parce que j'y vois quand on a un petit peu de connaissances en psychanalyse, je suis pas du tout un expert de psychanalyse, mais j'y ai vu des choses qui sont pas appuyées très explicitement, mais qui servent, je pense, au processus de création. Et après, en écoutant pas mal d'interviews de mort, blablabla. Il y a de la pulsion de mort, mais il y a même des choses un peu moins, comment dire, des théories un peu moins connues, des théories un peu plus cryptiques, on va dire, enfin moins grand public. Mais voilà, déjà sur la construction, on repère toutes les choses, ne serait-ce que des petits moments de flottement temporel total. On sait pas trop ce qui s'est passé. Mais quand tu es face au film, en fait, tu les acceptes. Il n'y a pas un moment... Enfin, moi, je me suis jamais senti perdu en disant, voilà, je sais plus où on est, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est que le lien entre les espaces, ça fait un peu comme dans The Rêve où c'est fluide, mais on n'arrivera jamais à se souvenir vraiment bien de tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai senti de temps en temps ce mouvement de recul, de dire, oula, je sais pas où on est, mais j'étais tout de suite happé, en fait, dans la suite du récit. Je sais pas comment vous l'avez vécu. Moi, il y a quand même un moment dans le film, ça fait aussi partie de mes réserves, où il y a une bascule dans le film, clairement. Il y a deux parties qui n'ont pas du tout la même narration, les mêmes tonalités, etc. Donc, en gros, c'est avant Vincent Lindon et après Vincent Lindon. Et la première partie, c'est un peu le film qu'on aurait pu attendre, quoi, disons. Un truc sur un psychopathe, avec des scènes à la fois, justement, comme on disait, sur la masculinité toxique contre un féminisme, etc. Et puis après aussi des scènes presque un peu à la Tarantino, avec une violence amusante, quoi. Que j'ai trouvé très juste, d'ailleurs, cette scène. Elle marche très bien. Donc là, on est vraiment dans le premier film, et là, il n'y a aucune difficulté. Là, je pense qu'elle ne met pas beaucoup de spectateurs hors de son champ là-dessus. Puis après, le film, en fait, il nous demande une nouvelle suspension d'incrédulité au milieu du film. Et ça, c'est quand même très difficile. C'est-à-dire, il y a très peu de films qui font ça. Dans l'aéroport à partir de là, c'est-à-dire en gros à partir de Vincent Lindon, donc la suspension volontaire d'incrédulité, c'est un mot barbare pour dire une chose très simple, c'est qu'on on accepte la fiction parce qu'on sait qu'on est devant un film, mais par contre on va l'accepter si on la trouve cohérente. Si dans Le Seigneur des Anneaux, tout d'un coup il y a Gandalf qui arrive à bord du Faucon Millenium, on n'y croit plus. Alors que pourtant il y a des elfes, des balrogs, des trucs comme ça, il n'y a pas de souci. Donc il faut que l'univers soit cohérent. Et là au milieu du film, on nous demande de changer de suspension d'incrédulité. On change totalement et du coup ça crée un vrai flottement, et là je pense que c'est là où le film va mettre de côté, mais du coup volontairement, énormément de gens. Mais cette rupture, je trouve qu'elle est, ce que tu dis là, parce que ça fait un effet rupture, il y a la scène où elle se pète le nez, où elle t'emprisonne dans cette salle de bain et où elle se défigure complètement pour te dire
on passe à autre chose, quoi. Oui, on est un Ouais, nouveau Mais personnage, je crois on que passe à autre c'est chose. vraiment fait exprès, quoi. Ah genre, oui, oui, ouais, je c'est l'adore. fait exprès. C'est ça que Alors, c'est sûr que c'est fait exprès. mais- Moi, je suis très con, mais et là, on te demande un effort tellement important que moi, je me suis retourné vers oui, c'est Steven dans la salle de cinéma. Je me suis dit, je comprends pas ce qui se passe là. avec le personnage de Vincent Mais Lindon, c'est normal. parce qu'elle se casse le nez, tout ça. Mm. Et moi, j'avais pas compris ces gros plans sur Ouais. les affiches du petit, Ah oui, tu vois. du petit qui est Ouais. vieilli. Ouais, voilà. ouais. Et en fait, je dis à Steven, mais pourquoi Vincent Lindon il vient la chercher là C'est pas son père. on y va. Non, mais c'est exactement la remarque. Et du coup, ça me rassure que tu dis ça Mais parce oui, qu'effectivement, c'est c'est un tellement. bizarrement, ouais. En fait, faut accepter ce truc complètement what the fuck. Et moi, je me suis dit, mais non, ça peut pas être ça. C'est pas possible. Alors, c'est une Ouais. proposition narrative qui est formidable. Hein, Ouais. Justement, ça nous prend pas par la main, etc. Mais il y a vraiment, alors là, je pense qu'il y a vraiment toute une partie du public qui lâche l'affaire à ce moment-là. Ouais, c'est possible. Il peut plus comprendre. Et puis surtout, la deuxième partie est justement beaucoup plus cryptique, Ouais. Ouais. beaucoup plus, comme tu disais, on a l'impression d'être dans un cauchemar, etc. Ouais. Alors que la première, elle est basique. On n'est pas dans un Tarantino, mais vous voyez ce que je veux dire. On est dans il y a un côté comme ça. il y a un côté, voilà, tueuse psychopathe assez classique, avec en plus Ouais, un tout à fil fait. rouge de thématique assez visible aussi, Mm. et plutôt classique également. Et après, en passant totalement à autre chose, un deuxième film qui est beaucoup moins, qui est beaucoup plus cryptique, et où le fil rouge là aussi de thématique est beaucoup moins, enfin, est quelque chose de plus avant-gardiste que le premier. Ouais, Mais tout à fait. justement, si je peux reprendre un peu le fil de ma lecture Ouais, psychanalytique, excuse-moi, là, non, Léo. c'est pas grave, justement. Tu vois, c'est aussi des mécaniques dans ce que genre Freud appelle la construction du rêve. Enfin, il appelle pas ça comme ça, mais j'ai perdu le terme. Donc, le travail du rêve, voilà, le travail du rêve. C'est aussi des mécaniques où dans les rêves, d'un seul coup, t'as un changement brusque, où quand tu te réveilles, tu te dis, bah, je faisais ça, puis en fait, après, j'étais là. Donc il y a tout ça, et pour aller, en essayant d'aller un peu vite, sur cette construction de l'identité, justement, moi j'ai pensé, j'ai pas de preuves là, de ce que je raconte, mais je pense que Ducournau, elle doit avoir en tête à un moment donné la théorie psychanalytique du moi-peau, Ouais. qui est une théorie d'un mec qui s'appelle Didier Anzieux, je crois. Il sort un bouquin dans les années en 1985 qui s'appelle Le moi-peau. Et pour résumer à très très gros traits, c'est une théorie qui fait le parallèle entre l'organe physique de la peau qui englobe l'intégralité des organes et qui du coup te donne une unité physique, Ouais. et l'idée psychique du moi qui englobe la totalité des phénomènes psychiques et du coup te donne une unité psychique, donc ce qui va faire ta personnalité. Et donc ça c'est surtout pour Anzieux une sorte de programme de recherche qui va être vraiment très fécond dans tout un tas de choses, même y compris dans les neurosciences, etc. Et c'est l'idée que aussi pour un nouveau-né, pour un bébé, bah, sa construction psychique, elle va aussi passer par la peau, et qui a un rôle un peu symbolique dans sa construction, et notamment avec le contact physique avec la mère. Et moi, il y a des choses comme ça où j'ai vu des éléments, encore une fois sans que ce soit appuyé, si bien que c'est une piste de lecture dont je suis pas absolument certain. T'es en train de dire que la mère c'est la voiture avec l'impact. Non, juste, premièrement, sa mère biologique, on va dire, ou de sa famille de départ, on la voit pas. Non, on voit que son père. elle lui parle très peu. Son père, On la voit quand même, hein, mais Mais elle on passe, l'a- elle on l'a passe pas devant vu, elle, elle c'est- s'en mais fout. c'est vraiment Ouais, une ouais, ombre, non, ouais, c'est ouais, ça, ouais. Sa fille est en train de se goinfrer, Ouais, en train de absolument. faire de la boulimie, elle Ouais, regarde à peine. c'est quoi. pas un personnage, quoi. Non. Enfin, au Non. sens. Son père, justement, il y a cette scène où il l'ausculte Ouais. et on voit qu'elle, tu vois, elle récupère sa main pour qu'il la touche et il refuse de la toucher. Ouais. Et donc là, tu vois, moi j'y vois des choses possibles d'interprétation comme une théorie sur le moi-peau avec le refus du contact qui fait qu'on a un trouble de l'identité. En plus, elle a ce trou Ouais. dans la peau Ouais. au niveau de la tête à cause de cette plaque de titane. Et c'est au contraire après qu'elle va réussir à se construire une peau, et ça passe par l'espèce de, je sais plus comment on appelle ça, les trucs, espèce de Cette pas de bande pensée, là, ouais, Ouais. des bandes qu'elle se met comme si elle se reconstruisait une Genre peau. de fil alimentaire qu'elle se met autour de Oui, la peau. tout en se reconstruisant. Du un genre cellophane aussi, quoi. parce c'est que- ça, c'est ça. Comme un Ouais. gros douche. Mais en se reconstruisant en fait une nouvelle identité, Ouais, ça, voilà, ça passe deux- par la reconstruction ouais, d'une complètement. nouvelle peau Ouais. et par le contact physique avec l'un. D'ailleurs, Donc- quand elle se met les straps, c'est extrêmement violent quoi. Elle doit se serrer absolument. il y a Mais une oui, il y a une violence. négation Elle se de- gratte constamment. Ouais. il y a une Chose qu'on violence retrouve dans et- Grave aussi, Mm. mais elle Et- se gratte tout le temps la peau. Et quand elle se gratte, même il y a ces moments où elle se déchire des bouts de Ouais. ventre, Ouais. on voit le titane, et c'est pareil là. Moi j'ai vu quelques manques de, si on voulait dire, qui sont volontaires, je pense, mais de cohérence. Il y a un Ouais. moment où il y a de la peau qui est arrachée, puis après elle est relâ. Hmm. Exactement, je te dis, comme dans un cauchemar Oui, où oui, complètement, ouais, parce il se que- passe un truc et puis en fait tu Oui. finis Et- par et- oublier. On peut pas mettre un truc cohérent derrière ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais j'ai trouvé en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à me rendre compte que oui, ça ressemble à un cauchemar ou à un rêve. Hmm. J'ai l'impression qu'il y avait toujours, tu sais, cette théorie comme quoi s'il y a une force
qui est lancée, il y a forcément une force qui va à l'inverse essayer de la stopper. J'ai l'impression que ce film il est fait comme ça, c'est-à-dire que la première partie c'est une serial killeuse et de suite la deuxième partie elle commence à sauver des gens parce qu'elle ressuscite quelqu'un, littéralement. Tout est complémentaire, je trouve, dans le film. Il y a une espèce de symétrie vraiment. Non, mais elle arrive à ça vraiment, puisqu'effectivement, le seul rapport qu'elle a aux gens, à part ses parents, c'est de les tuer. Oui. C'est transpercer vers là. Et c'est vrai qu'elle va finir par être pompière et quand même donc sauver des gens. Et chez Vincent Lindon, c'est relativement froid. Chez les pompiers, c'est chaud. Il y a toujours des choses complémentaires. Oui, ça, je sais pas si vous avez remarqué la première chanson qui lance la scène d'introduction. S'appelle Wayfaring Stranger. D'ailleurs, c'est une chanson qui est chantée à la fin de 1917, tu sais, quand il arrive avant la bataille. Donc, très belle chanson. Elle est chantée, c'est la version originale au tout début. Et à la deuxième partie, on a exactement la même version, sauf chantée de façon plus sexy et plus chaude. Et c'est là où je me suis dit, ok, là, il y a une vraie volonté de faire de la symétrie. Ouais. Comme s'il y avait, c'est une vraie dialectique, comme un rêve, tu sais, tu vas voir une chose et son contraire la fois d'après, quoi. Et moi... c'est intéressant. Et moi, je voulais du coup parler d'un truc parce qu'on parle beaucoup d'Alexia en tant qu'individu, mais du coup, via la crise identitaire qu'elle vit en tant qu'individu, finalement, ça fait l'écho à des combats politiques qui sont quand même plus globaux. Je pense notamment à toute cette question de l'identité, toute cette question du genre, toute cette question d'être prisonnier de son corps ou à une identité biologique, on te donne tout un tas de caractéristiques sociales ou peut-être que tu n'as pas envie d'avoir les caractéristiques biologiques que tu possèdes. Et en fait, j'ai trouvé que toute cette réflexion-là, elle était vraiment super bien amenée aussi et qu'on utilise ce personnage d'Alexia pour véhiculer en quelque sorte ces messages politiques. D'autant plus que pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas du tout de thèse véritablement surlignée et défendue. Moi, j'y vois plus sur ces questions-là il y a un certain militantisme de Ducournau sur. Pour moi, il est là quand même, le militantisme. Ouais, il est là, mais il y a pas, enfin, genre, tu vois, c'est pas immédiatement. Elle change de genre et puis elle se sent mieux. Tu vois, il y a un truc. Mais il y a de la fluidité, quoi. Elle réussit le pari. Elle réussit le pari de dire, voilà, en fait, une femme, c'est pas ce corps-là. Une femme, c'est aussi Adrien, quoi. C'est aussi quelqu'un qui va se construire avec le regard d'un mec très viril comme Vincent Lindon. T'as l'impression que l'ultra-virilité de Vincent Lindon métamorphose quelque part et essaye de libérer Alexia, quoi. Encore une fois, on a la complémentarité. Ultra-virilité, et en même temps, Alexia, elle perd. C'est très féminin. Mais attention, parce que je trouve que les deux, par contre, c'est relativement complémentaire, parce qu'ils sont tous les deux prisonniers de leur corps. C'est-à-dire que Vincent Lindon n'arrive plus à être prisonnier de son corps. Il subit la vieillesse de son corps. Et Alexia, tout son combat, c'est de ne pas tomber, de lutter contre cette grossesse qu'elle ne veut pas et de faire tous les efforts pour le cacher, d'une part, et lutter un peu contre cette grossesse non voulue quelque part ou qu'elle ne veut pas vraiment et qu'elle subit. Et ça, j'ai trouvé que c'était quand même une lecture politique qui était quand même intéressante dans le contexte actuel et comme on le dit, qui est pas surligné à gros coups de marqueur. C'est là où je voulais dire, je dis pas qu'il n'y a pas du tout de point de vue, hein. C'est juste qu'il y a... tu vois, t'as pas une sorte de libération d'un seul coup, de joie qui montrerait que ça demande quand même d'aller analyser et je pense que sur certains aspects c'est pas si net que ça. Je suis d'accord, c'est pas si net que ça, mais alors par contre je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Déjà je pense que c'est un message politique qui est assez commun, quoi, disons dans son milieu, c'est pas un message politique très fort, quoi, disons à l'heure actuelle dans son milieu là. Et par contre, quand vous disiez que c'était pas surligné, moi j'ai trouvé que ça l'était énormément, pas de la manière dont les mauvais films le surlignent. C'est-à-dire les mauvais films vont le surligner avec beaucoup de dialogues, avec des trucs qui sont vraiment explicites sur justement une thèse très claire. Là c'est pas le cas, mais par contre on parlait avant du manque peut-être par rapport au film de genre classique de ce film. Le film de genre classique, il a tout le temps un sous-texte politique. De manière générale, il y a tout le temps un petit truc qui vient. Sauf que ce sous-texte politique, justement, on peut le prendre ou ne pas le prendre, selon notre âge d'ailleurs en général, ou notre acuité, et ça va pas nous changer le plaisir premier du film. Or là, le message politique est le sujet premier du film. C'est-à-dire, on peut pas le rater. Il n'y a pas de film sans ça. Ce que je veux dire en gros, c'est qu'un film de zombies qui va être juste fun, amusant, on va le prendre comme tel. Oui, tout à fait. Mais les bons films de zombies vont avoir un sous-texte politique qu'on va plus ou moins voir. Voilà, encore si on le voit à 13 ans ou si on le voit à 25 ans. Je suis pas sûr, genre pas politique, mais sociétal, quoi, plutôt. Oui, mais là, ce qu'on dit, c'est sociétal, pour le coup. Politique, quoi, disons, au sens large, quoi, disons. Mais là, c'est le film.
on peut pas l'enlever, on peut pas avoir le film sans ce sujet-là qui pour moi est vraiment très 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 présent. C'est le sujet. Le film ne parle que de ça et il n'y a pas de plaisir possible de genre sans ce sujet-là. Et effectivement, ça, en fait, c'est très intéressant et c'est ce qui explique que ce film-là, a pas ramené beaucoup de monde dans les salles quelque part parce pas énorme. Ils sont assez déçus. En fait. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est ça, c'est que ça a pas fait. Ça n'a pas eu un gros succès. Absolument. Et en fait, c'est parce que effectivement, elle te refuse un plaisir, comme on le disait, le plaisir immédiat. C'est-à-dire que quand t'es môme, tu peux avoir une certaine vision d'un film. Après, quand t'es adulte, tu vois des thématiques en creusant un peu tout ça. Et là, effectivement, si t'as pas accès à ces thématiques-là et que t'es pas sensibilisé à ces problématiques-là et que ça t'intéresse pas en tant que personne, ce film-là, tu l'oublies d'entrée et tu comprends même pas de quoi ça a voulu parler. Ça dépend ce que tu veux consommer comme cinéma, c'est ça. Si tu veux partir du cinéma en disant j'ai passé un bon moment, mais comme Titan, on est à côté de ça justement. Comme le deuxième barrage d'entrée, c'est-à-dire le milieu du film, et ça enlève là beaucoup de gens, quoi. Du coup, c'est là où le plaisir s'enlève. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment totalement voulu parce que justement avant ça, elle nous fait cette scène tarantinesque entre guillemets en nous disant, je sais ce que c'est un film de genre. Et voilà ce que vous auriez eu si c'était un film de genre classique. Et qu'elle arrive en deuxième partie à justement complètement bouleverser le truc. Dans cette scène où elle est avec une nana, celle qui a le petit piercing au téton, et qui d'ailleurs une scène hyper bien où tu sais pas si elle va tirer ou c'est vraiment que de la mise en tension. C'est l'actrice qui joue dans Grave, qui joue l'adolescente. Absolument. Et là, en la mettant à mort, elle est en train de dire vous pensiez que ça allait être comme Grave. Voilà, c'est terminé. Et ça, c'était mon film d'avant. Et c'est terminé. Et cette petite fille que je vous ai montrée, donc c'était après la puberté, c'était 18-19 ans, c'est fini. Maintenant, je vous parle d'une femme qui a 30-35 ans. Complètement. C'est vraiment pour clôturer ça, absolument. Elle a vraiment, je pense, choisi cette fille pour dire c'est fini, quoi. Mais justement, vous voyez comme tout a un sens tellement. Je veux dire, c'est vraiment un film pour nous, quoi. C'est-à-dire pour les gens qui aiment analyser ce genre de trucs, parce que tout fait sens à ce niveau-là, tout a un propos, tout a un truc. Mais on adore ça. Non, mais c'est très bien là-dessus, mais justement, je reviens encore, c'est encore un film d'étudiante en cinéma qui veut montrer que. C'est pour moi vraiment le petit regret que je peux avoir. Je vois ce que tu veux dire, et en large partie, je suis d'accord, mais il y a quand même pour moi aussi ce premier sens qui est pas le sens narratif qu'on peut avoir, je sais pas, dans un Romero t'as un sens narratif où derrière il y a un message politique qui est quand même assez, c'est évident. Oui, mais à 13 ans tu le vois pas le coup. C'est tout à fait. Mais là je pense que ce niveau narratif premier dans Titan, il est remplacé par le niveau purement sensitif, émotionnel. Oui, absolument. Au lieu de te faire une histoire au premier degré, t'attires, c'est le degré émotionnel qui remplit ce rôle-là. Ouais, mais alors pour contrebalancer, c'est qu'en plus de ça, faut pas oublier, comme on disait, qu'elle déconstruit toutes les conventions de cinéma et la manière dont on construit un récit. Et effectivement, quand t'accumules l'effet thématique, et si t'es pas intéressé par cette thématique-là, ce film te parle pas. Et en plus, la manière dont il est construit est tellement atypique. Donc, tu as à la fois le côté esthétique qui peut laisser sur le carreau, la manière dont tu vas construire ta narration, etc. Et à la fois le côté thématique, comme tu disais. Mais c'est un super beau film, quoi. Non, mais vraiment, on en prend vraiment plein les yeux. En tout cas, comme disait Steven, effectivement, je pense que c'est d'abord un film qui se reçoit au niveau des sensations, des sentiments. C'est un film sensitif. On parlait avant de la musique, des couleurs, etc. Donc je pense que déjà le cinéma, c'est ça, c'est un canal émotionnel pour l'émotion. Et là, vraiment, elle va là-dedans. Et en plus, avec ce truc qui est à la fois malin et puis à la fois peut-être un peu trop, je me la pète, quoi. Je sais très bien le film que vous vouliez, je sais le faire. Mais regardez, je vais vous emmener totalement autre part. Et là où ça marche, par contre, c'est que effectivement, si on arrive, en tout cas, si on est dedans. On a des sensations que le premier film n'aurait jamais pu nous donner. Oui, c'est vrai. Des sensations à la fois de malaise, de compréhension, d'amour, etc. Jamais on n'aurait pu avoir ces sensations-là avec le premier film. Oh, quand même. Il y a aussi l'humour aussi. Il y a toujours. La seule scène où il y a de l'humour, vraiment pour moi, c'est cette scène de massacre où elle se dit clairement pour la rendre tenable. Clairement, cette scène-là, je vais y mettre un peu d'humour, mais sinon je vois pas. Mais non, elle aurait pu faire le choix de tous les zigouiller. De façon non, là elle choisit de faire cette petite vanne qui transforme toute la scène en fait. On peut y voir, peut-être en surinterprétant, mais une sorte de commentaire aussi sur ce genre de film un peu slasher, etc. C'est devenu limite drôle.
Maintenant, c'est il faut ça. qu'on Oui, fasse tout à autre fait. chose. Ouais, bien c'est sûr, too tout à much, fait. ouais. Ah oui, à un moi je suis niveau d'accord avec ça. métaphorique, c'est à ce moment-là où elle dit bon bah mon film ça sera pas ça les Exactement. gars. Vous attendiez à ça, C'est ça, exactement. ça sera pas du film d'horreur classique comme ce à Ouais. quoi vous vous attendiez. Mm. Et je pense que cette introduction de l'humour là, c'est pas du tout gratuit. De toute façon, Et puis c'est une introduction de l'humour et puis elle l'enlève juste après. Ouais, c'est Après il n'y a ça. plus du tout d'humour pour le c'est coup. le donc, seul ouais. moment Mm. où tu rigoles un peu quoi. Ouais. Après, non, c'est sûr qu'avec Vincent Lindon, Non là c'est un autre délire. c'est moins tu rigoles drôle. plus. Mais t'avais déjà cet humour super noir dans Grave, voilà, quand les deux sœurs Oui. elles se mangent oui. un bout de Mais jambonneau, elles disent justement, un c'est peu ce que de tu curry. disais, c'est Exactement. plus grave quoi justement. Ouais. C'est pour ça que c'est l'actrice de Grave quoi. Mm. Elle dit ça va pas être ça. Ça, c'est ma deuxième phase, quoi, Ouais. de création. Mais Ouais. paradoxalement, il y a un truc hyper bizarre parce qu'en termes de tonalité, effectivement, Grave est un film moins sombre que Titan, mais par contre, je trouve Titan plus optimiste dans la proposition de sortie du film, Ouais. ce qui te dit à la fin, que dans Grave. En fait, dans Grave, tu peux le prendre comme un rituel. C'est fataliste, optimiste, quand même. Ouais, Grave. peut-être un peu des deux quand même. Hein. Il y a un Et côté Grave. fataliste, optimiste, un peu des deux. Mais Dans Grave, je voyais le délire un peu ultra fataliste où l'être humain est violent, tu vois. Il y a un espèce de rituel de toute l'histoire du film. En fait, c'est ce rituel de passage à la violence dans cette école de vétérinaire. Ouais. Et globalement, à la fin, c'est quasi génétique. De toute façon, l'être Je humain sais, est fait pour être. La fin, c'est quand ils sont au resto dans Grave. ouais, avec le père. Moi, Ouais, je l'ai vu c'est en ça, 2014, ouais, c'est Grave. ça. Et Et le qui père montre qui est- son ouais. torse. En 2016. Ouais. C'était 2016. 2016, ouais, Grave. C'est sorti en 2016. Et en fait, là, tu te dis, t'as une fin qui est hyper pessimiste où t'as cette gamine qui essaye de faire, en fait, avec cette violence intrinsèque et qui essaye de faire des efforts pour ne pas être violente. Et où globalement, le message que tu reçois, c'est de toute façon, c'est impossible, quoi. Mm. Oui, mais c'est quand même une fin qui, là aussi un peu comme dans Titan, qui dit à la fin, ben voilà, enfin pour la première fois, la gamine va comprendre son père. Ouais. Pour la première fois du Oui, film, oui, tout à parce fait. qu'il y avait une espèce de gouffre entre les deux. Elle ne comprenait ouais. pas justement ce père apathique face à sa mère, etc. Et là, pour la première fois, elle va le comprendre et sans doute créer un petit lien avec lui. Ouais. Donc il y a toujours cette problématique au père qui se résout quand même d'une Ouais. manière Ouais, ou d'une ouais. autre à la fin des deux films. Ouais, sur l'amour du parent avec l'enfant, ouais, j'entends bien. Mais par contre, sur la vision qu'elle a de l'humain, tu vois, qui est hyper misanthrope, misanthrope ou hyper pessimiste dans Grave. Mhm. Là, dans Titan, elle te dit, bon, il y a cette voie de sortie. Après, on peut l'interpréter comme on veut, mais il y a cette voie de sortie pour l'humain et ce dépassement possible de l'être humain. Là Alors où est-ce que du coup la voie de sortie serait vraiment qu'une post-humanité, une transhumanité? Parce que là Ouais. du coup, enfin pour moi c'est l'amour, c'est-à-dire quel que soit notre genre, quel que soit tout ce qu'on est qu'on est même totalement humain ou pas tout à fait, Ouais. l'amour c'est de toute façon voilà ce qui va peut-être nous définir comme notre cœur, juste le cœur émotionnel de l'humanité quoi. Mais justement en mélangeant ces deux trucs, c'est-à-dire est-ce que vraiment les problématiques de la transidentité sont vraiment les mêmes problématiques que la transhumanité? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ouais. Et là, c'est en donnant une réponse commune finalement, en disant bon ben voilà tout ça peu importe, etc. Est-ce qu'elle aplatit pas une réflexion sur la transhumanité qu'on n'a pas vraiment encore eue au niveau social? Alors bon, la transidentité, je vais essayer de pas mélanger. Hein. La transidentité, il y a encore évidemment du débat, mais je pense que il y a une vraie acceptation. On comprend en tout cas les enjeux pour une certaine partie des gens en tout cas. Ouais. Et en tout cas, elle l'a fait dans ce sens-là. Mais en fait, je me base là aussi sur son discours à Cannes, quoi, où elle dit explicitement que son film parle de ça, etc. Est-ce que les débats et les enjeux de la transhumanité peuvent se réduire, tu vois, de la même manière à ça? Ouais, mais après moi j'ai un peu du mal avec cette idée de transhumanité dans le film Titan, Ouais. parce que j'ai l'impression qu'on plaque parfois un peu vite la transhumanité au sens de la Silicon Valley, etc. Sur le fait que simplement elle a une alliance à la machine quoi. Ouais, je crois Et juste je que crois c'est pas une que ce soit métaphore, ça la voiture. qu'il y a derrière. Alors, vas-y, Je crois que la transhumanité dont elle parle, c'est Mhm. quelque chose justement où chacun va dépasser ses identités un peu, je sais pas, sociologiquement subies ou quelque chose comme ça. Oui, ça y est, ça. Chacun va intégrer toutes ces blessures, toutes ces... Mais j'y vois pas un truc, tu vois, genre transhumanité au sens conventionnel. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun discours là-dessus. Ouais. dans Si je Titan. comprends bien, tu veux dire que c'est simplement c'est simplement une image pour nous. Et je pense qu'on est du exposer. côté de l'image. Ok. Mais alors, Ouais. là, explique-moi alors. Mais là, j'ai toujours pas compris en quoi le film ne parlait pas du tout de ça. Quand tu dis qu'il n'y a aucun discours là-dessus, Non, pour moi, de il y a le discours qui est le même que sur justement la. Non, mais de ça, la oui. transidentité. Mais de la transhumanité, type bras robotiques ou je sais pas quoi. L'image du bébé à la fin. Mais oui, mais enfin, tu vois, il n'y a aucune augmentation véritable liée à la machine. Eh ben non, il n'y a pas de réflexion là-dessus. Mais par contre, il y a clairement une abandon de la chair pour une partie machine, justement.
Et là, enfin, alors déjà, ça peut être, disons, un peu allégorique ou métaphorique sur son corps à elle, parce que là, on comprend pas pourquoi son corps à elle se transforme à ce point-là. Ouais. Donc ça pourrait être, voilà, un rejet de son corps qui est exprimé à l'image comme ça. Mais le bébé à la fin, c'est justement, pour moi, le vrai, enfin le discours transhumain, il est là. C'est-à-dire je finis le truc, c'est que le bébé, il est clairement comme ça, et Vincent Lindon, justement, peu importe, il va l'accepter, il va l'aimer. Donc le discours, il est assez clair pourtant. Ouais, mais Ouais, mais pour moi, ça peut être analysé à un niveau totalement allégorique. C'est-à-dire que sans que tu sois dans le transhumanisme, c'est une image, tu vois, c'est une image juste pour dire que l'être humain se dépasse, tu vois, sans faire. Oui, enfin, il se dépasse comment ouais, mais justement, moi j'y vois plus un truc, en termes de type surhumain nietzschéen, qu'en termes transhumain Google. Ouais, voilà. Tu vois, c'est se repenser, même philosophiquement, tu vois. Mais mais alors dans ce cas-là, l'imagerie est. Tu fais de l'imagerie, tu vois, tu fais de l'image. L'imagerie, elle est exactement comme dans un rêve, le fait que les idées sont transformées en images. Moi, c'est ça que j'y vois. Ah ben moi aussi. Parce que sinon, je n'y vois aucune amélioration due à la machine, en fait. En fait, peut-être que tu rationalises un peu. Il y a quelque chose en plus de différent. Qui est robotique, et enfin on dirait pour les connaisseurs, c'est Cable des X-Men, le bébé. Mais vraiment, c'est très exactement le personnage. Oui, ou sinon Neo quand il sort un peu de la Matrix. Ouais. Mais je crois que c'est pas trop où aller avec ça, parce que c'est un peu le. Je suis c'est d'accord. dans un rêve. Je crois que ce bébé à la fin, il fait converger toutes ces thématiques. J'ai l'impression, mais comme il faut tirer sur toutes les ficelles. Non, mais c'est pas je crois pas que ça parle vraiment de transhumanisme. Mais non, ça parle pas du tout de transhumanisme. Et quand Ducournau elle parle dans les interviews de transhumanité, elle parle surtout en fait de post-humanité, c'est vraiment quelque chose qui est lié plutôt à de la philosophie et à de la psychologie qu'à de la technique. Elle parle, je l'ai jamais entendu parler de à l'image par de la technique. Oui, parce que t'as un déplacement. Oui, je suis d'accord avec le concept de déplacement du rêve, etc. Mais nous, en tant que spectateurs, on voit quand même un post-humain techniquement amélioré, qui est à moitié robotique, qui est à moitié mécanique, quoi, disons. Non, mais t'as le droit. Donc, mais pour moi, t'as le droit de voir une allégorie à l'image. C'est pas parce que l'image te le montre que t'es obligé. Oui, mais c'est une allégorie de quoi ? C'est une allégorie de l'être humain qui est obligé de se réinventer. Mais tu peux te réinventer. Là, elle passe par le physique parce qu'il y a la théorie du moi pro. Après, on a tous vu des interviews d'elle. Le post-humanité, elle en parle tout le temps dans ses interviews. Mais elle dit bien que c'est un des sujets du film. Hein. Oui, mais elle dit jamais que la post-humanité, c'est ce que fait Google en essayant de transformer. Non, mais là, moi non plus, je dis pas ça. Mais je dis juste qu'elle parle de c'est-à-dire, en gros, on va poser le truc. Elle aurait pu, disons, comme elle en parlait là dans son discours à Cannes, parler de fluidité, de transgenre, de transidentité, etc. C'est effectivement un des trucs du film. Et pour moi, elle a été dans une espèce d'avant-garde de l'avant-garde, en allant aussi parler de post-humanité. Oui, ça oui. Bon, je ne dis que ça. Et donc, à partir de là, elle parle bien de post-humanité. Ouais. Et donc, à partir du moment où elle parle de post-humanité, finalement, elle mêle les deux. Elle mêle le transgenre et le post-humain. Et elle donne pour les deux, finalement, la même réponse et la même vision. Et donc, ma seule question était là, c'était est-ce que vraiment les enjeux philosophiques, moraux, etc. de la post-humanité peuvent être mis au même niveau que les enjeux de la transidentité. Ah, ok. Bon. Et ouais, les gars, mais c'est ce que je dis depuis une demi-heure, moi. Non, mais c'était très intéressant, du coup, tout ce qu'on a dit. Hein, oui. Mais dans ce cas-là, je pense que dans son propos, oui, parce que... Dans son propos, oui. C'est deux manières pour elle de dépasser des identités subies. Exactement. Mais alors, en fait, donc, où est-ce que je voulais enlever le truc sans être provocateur, mais est-ce que c'est pas, là aussi, du niveau basique de philosophie, enfin, d'un truc un peu. Allez les gars, c'est l'amour. Tu veux dire que c'est gros, mais je veux dire que c'est un peu simpliste, quoi. Et puis, je pense que du coup, allier les deux comme ça brouille plus les choses que. C'est ça. Je trouve que le lien il est tellement grossier que finalement tu comprends pas. Oui, je trouve que ça brouille. Il est grossier parce que là, on est en train de suranalyser. Mais oui. Non, parce que elle écrit pas une thèse. Elle écrit pas une thèse. Putain, on va en reparler de ça. Mais elle est là pour faire de l'image. Tu vois, sa profession, c'est de faire de l'image. Et je trouve que représenter ça par cette image-là,
Bah, c'est ça induit tout un tas de choses. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Serre-nous une bière, on va s'engueuler de suite. Et je sais pas vous, mais en fait, je voulais reparler d'un dernier truc sur parce que j'ai revu Grave il y a pas longtemps, et juste je voulais juste parler de l'utilisation du plan séquence chez Julia Ducournau, parce que j'ai vu 2 utilisations qui étaient assez sympas en fait. Que ça soit dans Grave et dans Titane, elle utilise ses plans séquences toujours en début de film. Et en fait, son plan séquence, elle l'utilise toujours pour montrer une certaine plongée dans le cauchemar. Dans Grave, c'est cette fameuse scène où les étudiants vont rentrer dans une espèce de fête informelle, mais qui est montrée de façon ultra dégueulasse, avec des corps, tout ça. Enfin, il y a vraiment, on a l'impression de tomber presque en enfer, en fait, quand on arrive dans cette fête étudiante. Ouais. Et en fait, dans Titane, t'as exactement la même chose avec le plan séquence utilisé pour la critique de la femme objet. Enfin, je pense que Ducournau l'a utilisé comme ça. Et cette elle magnifie, mais de façon... quand elle marche entre les voitures. Ouais, totalement parodique. La femme objet sur la voiture, etc. Et c'est un savoir-faire qu'elle a. Et c'est pas des plans que je vois souvent dans le cinéma français. Et pour le coup, je trouve que ces plans séquences sont toujours hyper chouettes. De toute façon, au niveau formel, il y a vraiment quelque chose. Là, il y a une patte d'auteur. Vraiment, elle arrive à faire des choses très originales en mixant tout un tas de choses. C'est pour ça que Tarantino menait aussi à l'idée. C'est-à-dire qu'elle mixe énormément du film de genre pour donner quelque chose de totalement nouveau. Et au niveau formel, il y a vraiment beaucoup à voir, à ressentir et à admirer dans ce qu'elle a fait, quoi. Mais alors, juste pour revenir sur le petit truc qu'on disait, sur l'image qui ne peut être que allégorique ou machin. Mais sauf que chaque choix d'image est un choix, justement. Elle n'a pas fait le choix, par exemple, que le bébé naisse avec un 3e œil, qui aurait donné une autre vision de la post-humanité. Oui. Eh ben oui. c'est que, justement, le choix d'une image induit le choix d'un sens. Et que, voilà... bref. On t'écrira un bouquin sur les impensés chez Julia Ducournau. Non, parce que justement, je pense que c'est tout à fait pensé, que c'est un de mes petits reproches envers elle, c'est qu'elle pense tout dans les moindres détails et qu'elle sait très bien justement ce qu'elle fait. Il y a peut-être un ou deux trucs qu'elle pense pas, parce qu'elle est étonnée que dans tous ses films il y a un rapport au père problématique apparemment. Je m'attendais à ce qu'elle accouche dans micro-ondes ou dans téléphone, quoi. Là, hop là. En fait, ce film c'était beaucoup trop drôle. Et puis après je pense qu'il faudra parce que le temps tourne, qu'on passe à autre chose, mais ce qu'elle dit, elle, en tout cas sur sa manière d'avoir écrit Titane, c'est qu'à la base elle a fait beaucoup de versions du scénario, jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle était en train de justement de trop le travailler et qu'elle passe sur de l'instinctif. Oui, du coup elle a quand même beaucoup travaillé avant. Ah bah oui, non mais ça c'est clair que oui. Mais peut-être que il doit y avoir des deux. Il doit y avoir, c'est ça. Moi c'est ce que je me suis dit. Si vraiment elle a pas vu ce rapport au père, là il y a un instinctif quand même qui. Mais de toute façon voilà, je pense que si j'ai pensé à la psychanalyse et qu'on a tous pensé à la psychanalyse, c'est qu'il y a un gros bail derrière. Il y a un énorme bail, alors qu'à chaque fois elle dit mais non, je m'entends très bien avec mon père. Il doit y avoir 2-3 trucs. Tous tes films quand même parlent d'un rapport au père qui est problématique. Bon, Louisette, est-ce que tu nous remets un petit peu une tournée de bière? Ça peut le faire, ça. Bon, quand même, malgré tout, nos petits débats et nos idées, on conseille d'aller voir le film, de faire votre propre opinion là-dessus, parce que globalement, c'est quand même une expérience hyper intéressante, qu'on l'accepte ou qu'on la rejette. Tout à fait. C'est une proposition. Il n'y a pas de longueur. Il n'y a pas de longueur. J'ai pas regardé ma montre. Oui, on est tellement abasourdi en fait qu'effectivement on prend ces sensations, donc c'est quand même C'est une vraie expérience, quoi. C'est un film, on va oublier qu'on l'a vu. Exactement. Ça, absolument, on se souviendra quand même de l'avoir vu. Alors voilà, si vous êtes une petite mamie de Cannes, vous allez gerber à la sortie, c'est pas grave, mais vous aurez fait une expérience et puis sinon, vous aurez de quoi alimenter vos débats. Bon les gars, vos moumous. Merci. Franchement, ça fait plaisir. C'est juste pour vous mettre un petit peu à l'aise, parce que là on va attaquer Bac Nord. Oh, du dur. Du lourd. Autre type de polémique. C'est vrai que c'est un film français aussi, un film de genre français. C'est un film de genre. C'est un film de genre. Policier, qui a fait polémique, mais c'est pas les mêmes polémiques. C'est pas la même proposition de cinéma. Exactement. Très différent. Et je trouve que c'est pas les mêmes proportions non plus de polémique. C'est vrai qu'il n'y a pas eu Hanouna un débat sur Julia Ducournau. Exactement. Du coup, Bac Nord, pour résumer vite fait, donc pour ceux qui vivent dans une grotte, qui vont entendu parler de ce film.
Bon bah pour le titre dit tout. Hein. Voilà, BAC Nord, on suit l'activité de la BAC Nord de Marseille au quotidien. Donc c'est une équipe de 3 flics qui sont là et qui doivent faire leur activité quotidienne dans les quartiers nord de Marseille, donc les quartiers les plus réputés, les plus chauds de Marseille, réalisé par Cédric Jiménez, qui a réalisé entre autres Yeux de tous, qui a réalisé La French, qui a réalisé un film américain et voilà, du coup petit tour de table traditionnel avant qu'on s'embrouille. Il faudra sur ce peut-être film, aussi préciser que c'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie et qui prend place dans un contexte particulier. Et voilà, les principaux inculpés, donc ils étaient quand même 18, c'est pas 3 comme ce qu'on peut voir dans le film. Pour la plupart ont été relaxés. Ouais, alors en fait, en fait l'affaire tout simplement c'est des flics de la BAC Nord de Marseille. On a retrouvé dans les plafonds et dans les casiers des flics du shit, de la marijuana. Et en fait les flics ont été inculpés pour faire du commerce de marijuana, pour avoir récupéré de la drogue auprès des dealers et l'avoir revendue. Tout ça, il y a eu tous ces procès-là qui ont été enclenchés, avec tout un tas de procès annexes sur la manière dont sur tout un tas de polémiques annexes sur la manière dont ils gèrent leurs indices, la manière dont ils agissent, etc. Donc ça a donné vachement de... Enfin, il y a eu vachement de bruit il y a une dizaine d'années là-dessus, et du coup, Cédric Jiménez est allé voir ces 3 flics, ces flics-là, a demandé leur version. Et c'est même la version d'un livre de l'un d'eux, qui est... Ah, je savais pas ça. Une autobiographie. Voilà. Et donc il a pris cette version-là, qui est du coup sa version et sa parole. Ok, d'accord. C'était juste pour dire que c'était un film qui se veut inspiré d'une histoire vraie et qui se pose comme ça. Qui est vaguement inspiré, parce que c'est le premier truc qu'ils mettent. Vaguement inspiré. Alors du coup, petit tour de table rapide. On le fait rapide. Gaëtan. Moi Vas-y, t'as trop envie, t'es chaud là. Bon bah alors moi je dois certainement être le gars le plus schizophrénique du bar avec ce film là, tout simplement parce que j'ai à la fois détesté ce film. Mais profondément, vraiment, j'ai détesté ce film sur ce qu'il me raconte, sur la vision politique qu'il a de la société, et j'ai à la fois beaucoup aimé ce film dans ses propositions cinématographiques et de mise en scène sur ce qu'il propose esthétiquement, sur la manière dont il raconte son histoire, quand bien même je déteste profondément son histoire. Donc voilà, c'est un truc hyper bizarre où à la fois, c'est pas juste que le film est moyen, c'est qu'à la fois le film je le trouve bon, voire très bon dans ce qu'il propose esthétiquement, et dans ce qu'il raconte politiquement, je trouve ça détestable et affreux. C'est comme le Mon Chéri, quoi. L'emballage est sympa, mais à l'intérieur c'est dégueulasse, quoi. Mais comme c'est du cinéma, l'emballage il a quand même beaucoup plus d'importance que quand tu manges un bonbon. Quand tu manges un bonbon ou un Mon Chéri ou un chocolat. Vous êtes sûr de vouloir continuer sur cette Pourquoi est-ce qu'on filme cette métaphore? On va arriver au cœur à la cerise, ça n'aura plus aucun sens. Là ça explose. Du coup voilà, une relation d'amour-haine en fait avec ce film que j'ai. Donc un truc très très étrange qui m'arrive de temps en temps. Voilà. Ok. Bon. Et Louise. Ouais, Louise. Écoute, moi je pense que j'ai passé un bon moment sur la première partie et après je me suis fait chier. Ok. Voilà. Je pense qu'il y a une arythmie assez incroyable dans le film. Même lors de la grande scène. La grande scène, non, à partir du moment où ils partent en prison. Ah oui, c'est donc le dernier quart du film. Voilà, mais les 2 premiers tiers, je dirais. on se laisse embarquer par l'action. Non, mais quand même. Comme disait Gaëtan, voilà, c'est un bel emballage et c'est bien emmené. Après, j'ai pas trouvé ça transcendant. Ça reste un film d'action. Tout à fait. Avec tout un tas de stéréotypes. On va revenir là-dessus tout à l'heure, je pense, mais. Et j'ai essayé de le regarder sans les polémiques, et de le regarder avec mes yeux, avec mon bagage culturel et mes goûts. Et il y a des scènes qui sont incroyables. Et la scène d'assaut de 20 minutes, elle est vraiment haletante et elle prend aux tripes. Mais ensuite, sur les personnages en soi, ils sont à la limite de la caricature, quoi. Et François Civil, alors soit il remplit sa mission parfaitement, mais je trouve qu'il flirte tout le temps avec la caricature. En tout cas, dans les acteurs, quoi. De quoi? Cyril Jiménez. Ah oui, non, tu parles de l'acteur? Ouais, l'acteur. D'accord. Voilà, exemple François Civil ou Gilles Lelouch. Okay. Voilà, donc à chaque fois on est à 2 doigts de basculer dans la caricature. Mais en soi, j'ai pas passé un moment dégueulasse. Voilà, mais je vais pas le revoir, je pense. Non. Fred.
Ah, tu vas te garder La fin, il peut se garder la fin. J'aime bien vous Steven. donner la parole. Ouais, tu vas te garder la fin. Ouais, ouais. Je vais aller très vite parce que je pense qu'on aura plein de choses à dire sur Oui. le truc. Je suis assez d'accord avec Gaëtan. Je pense quand même que c'est peut-être un des meilleurs films d'action français de ces dernières années. Mhm. Mais vraiment, il est hyper réussi. Il va droit au but. Il y a Taxi 3. Ouais, ben voilà, exactement. justement. Et non, mais il va droit au but. C'est 1h30 qui sont très très bien foutus. Enfin, vraiment, en termes de vraiment film d'action, c'est même en enlevant tout le contexte, etc. Et en termes effectivement cinématographiques, je trouve que c'est un des meilleurs films de ces dernières années. Au niveau français, c'est même assez impressionnant. Et à côté de ça, effectivement, on peut dire que pour moi, c'est le premier film zémourien de l'histoire. Mais vraiment, c'est-à-dire pour moi, c'est pas un film du RN réellement, parce que ça ne ressasse que les obsessions de Zemmour, Oui, c'est que la définition que donne Zemmour des banlieues et que tout ce qu'il dit sur les plateaux télé depuis 10 ans. On sait que Marine Le Pen est beaucoup plus volage, de manière idéologique. Elle peut passer de choses sociales à des choses comme son père, etc. Mais Zemmour est très constant dans ses obsessions et dans ce qu'il raconte. Et ce film est une espèce d'illustration parfaite. C'est-à-dire que là, si Zemmour se présentait, on ne sait pas encore à l'heure actuelle, si Zemmour se présentait, il n'aurait qu'à dire « Regardez ce film, c'est ce que je raconte. » C'est mon programme. C'est l'illustration. Il l'a dit, hein, j'ai cherché parce que je me suis dit c'est peu probable que Zemmour n'en ait pas parlé. Ouais. Et j'ai trouvé un moment où dans son émission là, il le cite mais comme une source. Mais oui, mais vraiment, mais c'est normal qu'il fasse ça puisque c'est tout ce qu'il raconte depuis 10 ans et c'est une espèce d'illustration parfaite. Donc, mais si c'est le cas, du coup c'est mal fait. Alors, si tu penses que c'est propagandiste. Mais non, propagande. mais ça pourrait l'être dans l'autre sens et on dirait pas que c'est mal fait. C'est mauvais. Non, si ça doit véhiculer un message, c'est grossier et c'est vulgaire et c'est mal fait. Mais c'est parce que ce message il nous plaît pas, mais ça on va. Attendez la polémique après, les enfants. Les Misérables t'as beaucoup aimé, alors que pour moi c'est une catastrophe ce film. Mais si voilà, on peut pas évidemment séparer le fond de la forme. Moi je le trouve fascinant. Pour ça, c'est-à-dire qu'effectivement il est super bien réussi formellement et en même temps c'est un film zémourien, peut-être le premier film zémourien de l'histoire et là à ce niveau-là oui c'est fascinant. Pour moi ça en fait pas un mauvais film, par contre ça en fait un film dont on va avoir beaucoup de choses à dire dessus. Steven, alors vas-y. Je suis pas tout à fait d'accord sur l'aspect comment dire. Moi j'ai l'impression que c'est un film à thèse quand même, qui va défendre une version de l'histoire et que ça, précisément, ça flingue un peu le film. Enfin, ça flingue. Mais je pense pas qu'il soit à thèse dans le sens. Bon, vas-y, excuse-moi, je te laisse finir. Ouais, mais enfin, je dis pas que le film il est raté, mais il y a cet aspect de thèse qui est beaucoup trop surligné et qui flingue une partie des choses. Moi, j'ai eu l'impression d'un film qu'on pouvait lire véritablement avec une grille de lecture de discours rhétoriques et de discours délibératifs, véritablement, et que notamment, tu parlais, Louise, de toute la dernière partie du film. Ouais. Donc le dernier quart ou le dernier tiers, peu importe. Et bon, là, moi, j'ai trouvé que ça se soufflait totalement et que c'était même un peu pénible. J'avais l'impression que le film était fini et que ça n'arrivait pas à terminer. Et on peut avoir différentes lectures. En fait, c'est ça. Tu peux prendre l'objet et le tourner. Moi, je pense que si. De toute façon, on pourra le lire avec différents filtres de lecture, ce film. Moi, je crois que le dernier tiers, il y a quand même quelque chose qui est posé. Et je te dis, en fait, j'ai pas fait mon Clément Viktorovic, mais je crois qu'on pourrait vraiment de tout ce que j'ai pu apprendre sur la construction d'un discours rhétorique, je crois que tout est présent et que cette fin c'est vraiment une sorte de péroraison avec un pathos ultime. C'est ce que j'allais dire. Et pour moi je suis totalement d'accord sur ce que vous avez dit sur notamment les scènes d'action. Il y a une manière de filmer les scènes d'action, les scènes de bagnole qui est très bien, hyper bien foutue, mais que cette thèse un peu trop présente fait que moi j'ai pas réussi à adhérer totalement à ce film-là. Peut-être pour des raisons idéologiques, mais je crois aussi que pour des raisons de construction narrative, il y a un truc où on veut trop défendre quelque chose. Il y a une démonstration de quelque chose qui passe un peu au forceps, je trouve. C'est ça qui m'a dérangé, c'est cet aspect de démonstration qui fait que ça dicte beaucoup trop le rythme du film et certains éléments qui vont nous être posés. Voilà. Moi, alors, je pense pas que ce soit vraiment une thèse, parce que justement, on disait avant que Julia Ducournau avait une conscience très acérée de ce qu'elle racontait. Là, je pense que Cédric Jiménez n'a pas du tout la conscience de ce qu'il racontait, tellement il a été surpris
par les choses. Ouais. Alors là, Ça, je comprends pas. mais moi aussi. C'est limite ingénu en Non, fait. mais moi aussi, je comprends pas. Mais il est possible quand même qu'il n'ait aucun recul critique sur ce qu'il fait et qu'il veuille faire un film d'action, les gendarmes et les voleurs, se situant chez lui dans les quartiers nord, et qu'il n'ait pas le recul critique. Bon, il y a quand même, à mon avis, Moi, j'y crois pas, ça. moi non plus. Ouais, Je suis désolé. Non, Non, mais oui. si, je pense que lui vraiment est surpris par tout ça. Par contre, je pense qu'il y a un inconscient qui s'exprime, qu'il y a quelque Ouais. chose qui s'exprime derrière. Par contre, du coup, c'est pas pour moi une thèse. Par contre, effectivement, il y a une subjectivité totale. C'est-à-dire, on est du point de vue des flics. C'est-à-dire plus que de la subjectivité du point de vue, c'est-à-dire qu'on justifie toutes leurs actions Oui, et on va héroïser ouais, totalement. toutes leurs actions. Non, je suis pas d'accord. Ah, alors Ah, là, si. alors Non, là, non, vas-y, non, alors on va en vas-y, discuter, Non, non, alors, mais vas-y direct. je pense qu'il n'y a pas de glorification. Je pense que c'est. Alors, je pense ils montrent l'histoire de 3 mecs qui sont juste 3 mecs d'ailleurs. Enfin, c'est 3 mecs dans 3 âges différents. Donc, il y a le tête brûlée de 25 ans, il y a le nouveau papa de 35, et puis il y a Gilles Lelouch qui prend conscience qu'il ne tient plus la route. Et il le dit à un moment, je suis fatigué. Il dit aussi à son sup, il n'y a pas de sens à ce qu'on fait. Et je crois qu'ils sont coincés dans un métier qui est complètement paradoxal, où ils travaillent dans des zones de non-droit, ils sont obligés de flirter avec l'illégalité. Oui, mais Et du ça, coup, ils le mettent vachement en avant. Mais alors, oui, du coup, oui, il y a mais alors, une quoi, du coup il y a une glorification de ces Non, personnages-là, du coup. Non, il n'y a parce pas que d'héroïsation. Dans leur traitement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont choisi de le caricaturer un peu, François Civil, en le faisant passer pour le mec. Voilà, c'est pas des tacticiens, quoi. C'est pas des penseurs, c'est des exécutants. Oui, mais du D'accord. coup, pourquoi il n'y a pas Mais bah ouais, mais ça c'est pour reste- ça que c'est pas de la glorification. Peut-être qu'il y a une forme de justification de leurs actes. Mais j'irai tous pas. leurs actes sont justifiés. Ouais. Ça, c'est même assez incroyable. Il n'y a pas un seul de leurs actes qui n'est pas justifié a posteriori ou Non, bien a sûr, priori. parce qu'ils sont pris en sandwich entre la hiérarchie et l'espèce d'injonction, des chiffres. Ils mettent vachement l'accent dessus. Oui, mais je dirais pas Alors- que c'est pro-flic ni de la glorification. Bah, Alors, justement, c'est- sur- Mais j'ai pas dit proflic ou glorification, j'ai dit héroïsation et justification de tous leurs actes. Tous leurs actes sont Mais héroïsation, non, c'est pas des héros. Ah, Bah, bah, c'est si, des- alors, parce qu'en fait, c'est des losers. Les mecs, c'est des losers. Juste un exemple là-dessus, c'est qu'il y a un moment donné où ils attrapent un gars où il y a plein d'argent sur la table Oui. et Ah la oui. meuf ne l'a pas fait remonter au central. Et il y a un moment, ils mangent tous ensemble, Ouais. etc. Et c'est François Civil qui dit on aurait pu le garder cet argent, tu vois, personne Ouais. l'aurait su. Et là, justement, tous les autres disent n'importe quoi, Ouais. on fait pas ça, etc. Ouais. Justement, ils montrent que eux, ils sont pas ripoux. Ouais. Et Mais que oui, c'est ça. quand il Mmh. va y avoir un soupçon de ripou, c'est totalement justifié pour le bien-être commun, pour en tout cas le bien-être de l'enquête. Donc justement, cette scène, elle ne sert qu'à ça, Ouais, elle sert totalement. à les héroïser et à justifier enfin pas à justifier, mais à dire nous on n'est pas des ripoux. On l'a fait D'autant pour plus- ce cas particulier. Exactement. C'est montré comme ça dans le et film. on le Ouais, ferait mais- pas, Ouais. justement, on prendrait pas de l'argent pour nous. D'autant plus Ouais. que c'est une des choses qui dans la réalité, pour ces flics-là, leur est reproché, c'est-à-dire de Exactement. servir dans la thune. Exactement. Et là, Mm. t'as une scène où on dit, Alors- on ne fait pas ça. Par contre, je pense vraiment, on pourra le faire peut-être sur la fin ou des choses comme ça, mais essayer de vraiment séparer la Oui, réalité non, mais, du ouais, film. mais ouais. tu vois, sur ce fait, Mais il y a quelque chose Mais qui il y a fait un truc que... global Et et puis- qui effectivement justifie tout ce qu'ils ont fait, et quand effectivement on fait le rapport global avec la réalité, bah là Oui, on mais peut se en poser des fait, questions. ouais, mais en fait, cette scène, tu disais, elle sert que à ça. Ouais. Et à mon avis, elle n'a de sens que par rapport. C'est pour ça que là, je l'amenais. Mais Que oui, par c'est- rapport à ce qui est reproché à ces, Ouais, à ces ouais, flics. ouais, en Même tout si cas, on pour peut, montrer on peut- qu'à la fin, on peut pas nous les soupçonner d'être Ouais, des c'est ripoux, ça. parce qu'on les a vus Oui, oui, justement refuser de prendre de l'argent Ouais. quand ils auraient pu le faire. Quoi. Et qui aurait dû, tu vois, t'es là, en tant que Exactement. spectateur, t'es là, genre, bah, serre-toi après. oui. T'inquiète pas. On qu'ils sait qu'on le font, fait voilà. tous là. Mais on le voit avec les clopes, on le voit avec les marchands de tortues, on les voit qui sont constamment en train de perdre le contrôle. En fait, ils savent pas ce qu'ils font. Et la première scène, ils sont là, non mais ce scooter là, finalement, en fait, ils font ça que pour la gloire. Finalement, ils ont pas envie de passer la matinée à Non, taper non, un non, dossier non, pour non. récupérer le Alors, scooter. suis Et ils pas décident d'aller Je suis pas chercher d'accord, ils font pas un ça que dealer. pour la gloire. Parce que précisément dans le bureau du chef là, le chef leur dit bah, moi il faut que je fasse du chiffre. Ouais. En gros, si vous faites des trucs de merde, de délit de droit commun, machin, C'est quand même plus un. voilà. Ouais, et- Ouais. Ou alors si vous détruisez le trafic de drogue à Marseille, ça fera plus un. Voilà. Donc les gars, faites Ouais. des trucs simples, ne Mm. m'emmerdez pas. Ouais, absolument. Et eux, en tant que flics, que bons flics et que héros en fait, et bah ils ont envie d'aller beaucoup plus loin Ouais, que de faire des vols de exactement. mobilettes et des Ouais, conneries ouais. comme ça. Ouais. Ils sont héroïsés. Trouver dans du ce- sens. Ils veulent trouver du sens. Ouais, Oui, oui, mais oui, c'est- mais, bah, Bah, mais ils ils sont, c'est les héros de l'histoire. ils sont Ils héroïsés. démantèlent un truc, Ils sont héroïsés dans le sens où ils doivent se battre à la fois
contre ces quartiers, on en reparlera d'ailleurs de la représentation des quartiers, mais contre ces zones de non-droit dans lesquelles ils n'ont pas de moyens pour agir, c'est une des idées qui est développée dans le film. Et d'autre part, ils doivent se battre aussi contre la police elle-même, contre l'institution qui ne les reconnaît plus. Qui est même le grand méchant final à la fin. Ah oui, de toute façon, le boss final, c'est la hiérarchie. L'IGPN. l'IGPN, tueur de flics. Et puis le supérieur hiérarchique direct. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très drôle comment ils se comportent avec l'IGPN, exactement comme les voyous se comportent avec eux. Oui. Mais exactement, avec le même vocabulaire, etc. Et du coup, c'est un truc sur lequel je voulais revenir, du coup, en termes de polémique. C'est sur la manière dont on va représenter, en fait, dans ce film-là, les quartiers. Parce que moi, c'est l'un des premiers trucs qui m'a marqué personnellement en tant que spectateur, et où ça t'amène à te questionner vraiment sur ce rapport du cinéma aux politiques. Alors, tu peux avoir différentes visions des choses, mais là, j'avoue qu'en voyant ce film-là, et pourtant, je suis un de ceux qui considèrent que... vas-y, t'as le droit de représenter les choses comme tu veux. Effectivement, ça serait débile d'appeler à la censure, tout ça. Mais putain, quand j'ai vu la manière dont Cédric Jiménez représentait les quartiers, j'ai trouvé ça... En fait, j'étais sur mon siège et j'ai trouvé ça hyper choquant. Quand bien même, il y a des qualités que je trouve indéniables dans ce film-là. Alors vous, je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais qu'est-ce qui t'a gêné, dis-nous. Qu'est-ce qui t'a clairement, choqué? c'est-à-dire que dans ces quartiers-là, toutes les personnes qui sont représentées dans ces quartiers-là ont des cagoules, par exemple, ont des lunettes de soleil. Ils sont totalement dépersonnalisés. Ils n'existent même plus en tant qu'individus. Ils existent pas des êtres humains. Non, mais le problème, effectivement, c'est qu'on ne voit que des gens comme ça dans le quartier. Il n'y a pas une fois, quand ils rentrent dans l'appartement et qu'on voit une mère, mais même là, la mère, non, mais c'est choquant, cette scène-là. Il y a le gosse qui va quand même prendre un truc pour le planter. C'est-à-dire, c'est un état de guerre. Où il n'y a pas un endroit. Ils ont évidemment, on leur jette des trucs aussi. C'est même pas un état de guerre, c'est au-delà, tu vois, de l'état de guerre. Oui, non, mais imagine, tu vois, des soldats allemands perdus au milieu d'un truc. C'est même pas, ça serait même pas pareil. Mais non, c'est ça. Ça serait même pas pareil. C'est quasiment un truc de science-fiction. Mais non, de fantastique. C'est ce que je disais. Il y a que de l'animosité. Et il n'y a pas un seul habitant normal. En fait, et c'est ça la grosse problématique, c'est que souvent, quand on fait un film qui se passe en banlieue, on dit que c'est un film sur la banlieue. Et un film donc qui va parler de social, qui va parler, etc. Moi, c'est d'ailleurs ce que je reproche énormément aux Misérables, c'est que je pense qu'il en a de misérables que le nom. Non, je dis pas que le film est misérable, mais je dis qu'à aucun moment il ne parle justement des Misérables, à aucun moment il n'est social. Il met du Victor Hugo à l'entrée, à la fin. Mais après, de quoi il parle ? Il parle de dealers, il parle de flics, il parle de gangsters, machin, c'est-à-dire le truc normal de la banlieue. Il y aurait eu des trucs qu'il aurait pu raconter. Je trouve que Les Misérables a une vraie réflexion par rapport à ça. Il y a l'idée du besoin d'avoir une police sociale. Et dans Les Misérables, c'est mieux traité que dans Bac Nord. Alors non, moi je trouve que vraiment dans Les Misérables, il n'y a pas du tout de social, mais pas du tout. Il y a une ou deux images, on voit un truc, mais il n'y a pas de social. Je suis d'accord. Et dans Bac Nord, mais non, Bac Nord, pas du tout. C'est constamment des intrus. Ils sont constamment intrusifs, les flics. Non, mais là, je parle vraiment de structure sociale qui entraînerait justement un état de misère pour expliquer justement l'état des quartiers, etc. Il n'y a rien. Mais aucun des films ne propose ça, en fait. C'est ça le problème. Donc, c'est pas des films sur la banlieue, c'est des films qui se passent en banlieue. Et puis, on va leur faire des trucs. Dans une banlieue qui est fantasmée, quoi. Exactement. Et en général, il va y avoir des flics, il va y avoir des dealers, il va y avoir le petit mafieux du coin, etc. Des jeunes révoltés. C'est-à-dire tout, à chaque fois, le banlieue. Ce qui aurait été génial dans le film de Ladji, c'était qu'on fasse un film sur les femmes qui font la tontine à un moment donné. Ça, oui, on aurait pu faire un truc là-dessus, sur l'encadrement musulman qui montre comme étant ultra positif, c'est le seul encadrement contre lequel les jeunes ne se révoltent pas. Mais tout ça, il n'en parle pas, il fait un truc classique de banlieue. Et là, du coup, je finis juste la phrase là-dessus, mais là, du coup, Bac Nord fait un peu la même chose, souvent en exacerbé sur certains points, et il est quand même un tout petit peu plus social que Ladji. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'il a quand même... passe par... attends 2 secondes, je finis juste mon truc. Ça passe par 2-3 scènes, 2-3 images, mais qu'il n'y a pas dans Les Misérables. C'est-à-dire que... Alors, souvent, ils s'en débarrassent. C'est-à-dire, on va d'abord voir, effectivement, comme on disait, le truc avec le supérieur hiérarchique, qui leur dit, voilà le chiffre. Donc là, ça justifie structurellement l'événement, ce que font les flics durant tout le film. Et juste après, mais vraiment juste après, donc c'est vraiment, je m'occupe du social en 2-3 images, on montre justement des états de misère absolue, il va y avoir 2-3 terrains vagues, 2-3 choses comme ça, les flics passent devant, c'est à peu près la seule chose sociale qu'on a. Alors, moi je voulais rebondir là-dessus, il y a un truc quand même, faut pas confondre social et misérabilisme. Et dans le sens où... je confonds pas. Ouais, mais du coup, les seules images que Cédric Jiménez propose, que tu dis de social, c'est de la pure
de la pure misère. Là non, où mais là-dessus- juste avant, je disais qu'il proposait justement un petit échange structurel sur les flics. Ah avant. oui, du côté des flics, Et- oui, mais j'entends oui. totalement. Mais Mais, c'est du ça. côté mais du côté de la cité, Ah non, mais la cité n'existe pas, c'est des zombies. ok. C'est, Oui, oui. On voit bien, c'est les Ouais. gens qui habitent C'est la vrai qu'il y a un cité peu sont des zombies. Le Oui, même c'est truc ça. que dans les films de Non, zombies où oui. c'est des purs antagonistes qui débarquent en bande. Exactement. Exactement. Et- Oui. Mais ça me fait Et- penser, c'est Horde, parce qu'on dirait que c'est vraiment Ouais, une. ouais, Je mais crois oui, qu'ils c'est avaient des Hordes. 200 figurants, Mm. et ça rappelle vraiment. Je sais pas si vous avez déjà vu les affiches de propagande du 19e siècle, quand en périphérie des villes se développait, ces espèces de loom prolétariat. Et tout le monde était, voilà, il y avait la peur de cette multitude, cette foule ouais. qui a pas de nom, et peur de cette Là, oui, violence. qui a même pas de visage, comme Mais tu disais. c'est hein. c'est tellement ils sont 19e pas en fait, c'est ça, c'est juste Mm. une foule qui crie énormément, mais Mm. qui attaque pas tant que ça, finalement. C'est pas. Qui attaquent pas tant que ça. Ils Empêchent. Attends, il y a une scène comme. Ah oui, d'accord, il n'y a jamais d'affrontement direct. Non. Mais t'as des scènes de tension. D'ailleurs, là c'est pareil, c'est une des scènes où moi je suis emmerdé considérablement. C'est la scène où t'as un banlieusard qui empêche le flic de rentrer. Ouais, quand Et t'as ils un poursuivent espèce la de- voiture là. Ouais, non, t'as un espèce de plan resserré sur les Ah deux oui. visages Ah de ouais. Gilles Lelouch Ouais, ça y est, il est et du formidable. banlieusard qui est à la fois formidable esthétiquement et en même Ouais. temps ce qu'elle raconte de la société et la vision qu'elle porte de la Donc, politique c'est et de la polarisé. banlieue. Pour moi c'est dégueulasse. C'est-à-dire qu'en fait il faudrait quand même me dire si à un moment donné ce truc-là est vrai ou pas, ou si c'est juste un Mais fantasme. pourquoi ça serait dégueulasse du coup? Pourquoi le premier truc que tu dis c'est dégueulasse? Ah, esthétiquement c'est beau, mais est-ce que le message que tu renvoies ça veut dire que la police elle rentre plus dans les quartiers? Bah oui. Bah j'en sais rien en fait. Bah non, mais d'accord, Mais mais moi, ça je va suis pas être documentaire. Enfin, je vois pas en quoi c'est dégueulasse. Bah, Il y a plein de choses parce qui que- me paraissent hallucinantes, mais Mais parce que l'imaginaire collectif, c'est que en fait la police n'a plus de moyens, ok. Et en fait derrière cette image-là, ça veut dire qu'en fait les flics n'ont pas de moyens. Il faudrait qu'ils arrivent plus armés, plus en bande pour pouvoir rentrer, et qu'en fait ils sont déchus par leur hiérarchie, et que c'est pour ça que la vie des quartiers, quartiers est misérable. Tu Ouais, vois, c'est qu'il y a parce pas de qu'en fait, dialogue, il y a pas de dialogue dans tout le film, c'est que de la violence quoi. mais bah, c'est des tout- dialogues de c'est- violence. quoi. cet Donc, Ouais, mais tout est Mm. violent. Ah oui, c'est que des en fait, affrontements. ouais, ouais. Mm. cet Il n'y a pas de affront- dialogue. Alors là, je vois vraiment pas en quoi cette scène est dégueulasse. Déjà, bon, elle est très réussie, on en reparlera. Ouais, ouais. Mais même sur le fond, là, je vois pas en quoi elle est Eh dégueulasse. bien sûr que quoi. si, parce que tu participes d'un mythe de la police qui ne rentre plus dans les quartiers, tu vois, même si bassement politiquement. Bah, déjà, tu viens de dire que tu sais pas si c'est un mythe. Non, je sais pas si c'est un mythe, mais Donc, c'est peut-être si, il y a vrai Macron, qu'il il y a- peut y il y a avoir Macron ce qui a genre de dit. choses. Il y a Macron qui a dit. Et honnêtement, dans tout ce qu'on a vu, dans tout ce qu'on voit après dans le film, etc., c'est pas cette scène qui me semble le plus. C'est même peut-être, disons, la scène qui me semble la plus réaliste, quoi, du truc. Moi, je suis pas d'accord. En fait, bah, c'est un des trucs d'ailleurs qui fait que c'est la la matrice. seule fois. Ouais, moi, vas-y, c'est la matrice qui politiquement va justifier toutes les actions des flics. C'est-à-dire qu'en fait, on nous donne pas les moyens. On nous dit. En gros, de baisser notre froc face aux banlieusards, parce que c'est ce que la direction leur dit de faire. En gros, c'est on n'a pas de thunes pour fonctionner, donc on baisse notre froc. Et en gros, vous avez vu, l'autorité des flics, elle est plus reconnue aujourd'hui. Donc politiquement, moi, ce message-là me pose énormément de problèmes. Et je répète, c'est la matrice de départ du film, et c'est la matrice de ce discours. Enfin, c'est le point de départ de ce discours politique. Mais ce problème de mixité, à un moment, François Civil, qui est, tu sais, il a un maillot du Real Madrid, il essaye un petit peu de se saper. Bon, il est déjà un petit peu déguisé en banlieusard, en fait. Mais il se fait capter dès qu'il rentre. En fait, il passe même pas 30 secondes et il le capte, qui fait pas partie de cet Oui, non, mais univers. parce qu'ils le connaissent. Oui, parce qu'ils l'ont déjà vu avec l'autre. Donc tu vois, la scène prise isolément. Je comprends toujours pas en quoi cette scène est dégueulasse et machin. Mais parce qu'elle participe d'un mythe politique. Elle participe d'un mythe politique. Je suis désolé. Quand les flics ils justifient forcément plus de moyens, forcément plus de trucs, ils vont te donner. En fait, c'est l'image. C'est l'image, sans aucun recul, qu'un flic se ferait de la situation des banlieues. Et ça, moi, ça me pose problème quand tu fais un film comme ça, quoi. Ouais, là, je te suis pas, disons, mais on n'est pas d'accord. Okay. Alors, par contre, du coup, esthétiquement, moi, cette scène, elle est superbe. Elle est superbe. Alors, là où tu as raison, par contre, c'est qu'effectivement, c'est la première scène où je me suis dit, d'accord, il commence à justifier. Parce que juste avant, vous savez, les flics, ils arrêtent deux petits vendeurs de tortues. Oui. D'ailleurs, l'autre, François Civil, ne veut pas participer à ça. Il dit non, moi, je fais pas les tortues. Non, comment ça, tu fais pas les tortues? Gros dégueulasse. Et l'autre, ben non, moi je fais pas ça. Et on les voit arrêter ces gars-là avec une violence disproportionnée, où ils leur mettent des grandes claques dans la gueule. C'est vrai. Et là, d'un coup, tu te dis, on est un peu comme dans justement la première scène des Misérables, où là aussi le gars va faire des palpations auprès d'une jeune fille parce qu'elle a fumé. Et c'est d'ailleurs la seule fois où les flics se comportent mal, d'ailleurs, dans un cas comme dans l'autre, enfin en tout cas dans un cas. Oui, attends, comment ça dans un cas comme dans l'autre? À quel moment les flics dans Les Misérables se comportent vraiment mal volontairement? Ah, il y a la question quand même avec le flashball. Oui, c'est pour ça que j'ai dit volontairement aller faire, tu vois, vraiment, c'est une bavure, le truc. Alors,
avec tout ce que ça comporte, mais je veux dire volontairement aller utiliser la force de manière voilà. Et là du coup je me suis dit tiens, on a un peu le même truc, c'est-à-dire la première fois on les voit, ils vont utiliser la force de manière complètement disproportionnée face à deux petits gars qui vendent des tortues et ils leur mettent des énormes claques dans la gueule. Et c'est la scène juste après, puisque d'ailleurs il les laisse tomber pour suivre la bagnole. Et la scène donc juste après qui est collée à ça, on voit même pas la poursuite, donc c'est vraiment que la fin. La scène qui est collée, c'est ça, et là par contre je suis tout à fait d'accord avec toi, ça sert de justification encore une fois au truc des flics. C'est-à-dire que c'est en collant ces deux scènes pour moi que là il y a un problème, c'est-à-dire que d'un coup on se dit oula les baqueux quand même, voilà, ils vont mettre des claques à des gars, et puis là on se rend compte de toute la frustration, de tous les empêchements, de tout ce qui de tout ce qui va pas dans leur vie et qui font qu'ils vont un petit peu aller trop loin là-dedans. Donc pour moi c'est la juxtaposition des deux scènes qui pose problème et qui justifie leurs actions. La scène en elle-même ne me paraît pas mais en fait le terme dégueulasse, je n'arrive même pas à le comprendre. Mais justement c'est là où moi j'ai du mal à croire que Jiménez il tombe des nues, parce que c'est pas juste une question de discours. Déjà quand tu vas chercher les flics en question pour te guider sur la construction du film. Et avec une mono-subjectivité, quoi. Voilà, c'est ça. Déjà, là, tu dois te dire, tu dois savoir ce que tu fais. Mais en plus, en termes de réalisation, t'as ces juxtapositions, t'as toutes ces choses qui font que... Non, pour moi, c'est ça qui porte le discours. Et ouais, j'ai du mal à croire qu'il n'est pas conscient du discours qu'il est en train de faire. Là, c'est vrai que c'est une réponse qu'on n'aura pas, mais qui est une énorme question. Ça, moi, parce que c'est dans la réalisation elle-même, c'est pas juste mais quand on voit Gilles Lelouch se moquer du journaliste, tout est parti de là, le journaliste à Cannes, qui fait le truc que tout le monde aurait dit, c'est-à-dire, oui, c'est très bien foutu, mais on voit des animaux, on se dit, si c'est ça la réalité, on vote Le Pen. C'était un Irlandais apparemment. Qui est correspondant de avec l'AFP en France. Avec une police qui est presque plus là, c'est que des caméras, c'est un mec avec une culture de la police qui est pas du tout comme nous, quoi. Enfin, lui aussi là. Après il habite en France, il est quand même c'est correspondant de l'AFP en fait. Ouais. Et puis salut. Et puis ce qu'il dit lui, enfin oui, moi avec la culture pas d'un Irlandais, c'est pareil. Je suis d'accord avec ce qu'il raconte. Évidemment. Mais je crois que le film en fait, il a idéalisé autant les périphéries que les flics. Comment tu veux que dans le sens idéaliser les non périphéries, pas idéaliser, c'est-à-dire qu'il a stéréotypé. T'as l'impression que il a déréalisé déjà il a le le déréalisme c'est dans ça. Les deux niveaux. Il a essayé de récupérer lui avec mais c'est très délicat en fait de représenter ça. Enfin dans tous les cas, tu peux pas dire je vais faire un film sur la BAC et te dire je vais pas faire de la polémique. C'est impossible. Mais je pense que tu tombes forcément dans le stéréotype. Le gars, il est pas flic. Comme on disait, il est juste marseillais. C'est vraiment fou que l'équipe, notamment Gilles Lelouch, donc là qui montre toute son idiotie. Alors, je suis désolé, s'il y a quelqu'un qui a aucun recul, il les a tournés. Mais si, non, mais je veux dire, il les a tournés, ceci parce que dans le film, il est plutôt pas mal. Venir au bar. C'est même peut-être. C'est hyper sympa en plus. Non, je suis pas sûr. Moi non plus, je suis pas très sûr. Pas avec nous en tout cas. Non, mais là, il est plutôt bon. C'est même peut-être son meilleur rôle. Là, j'ai pas de truc en tête. Il est très bon. Donc, mais qu'il n'est lui non plus n'ait aucun recul, c'est-à-dire il va se foutre de la gueule du journaliste qui dit ça. Alors le journaliste dit un truc très vrai, on voit quand même la tête d'autres acteurs qui se disent ah merde, est-ce qu'il aurait pas raison le gars, ça nous a pas sauté aux yeux. Est-ce que ces gens-là ont un recul critique? Alors, un temps soit peu. Mais dès que tu veux voir du pro-flic, tu vas voir du pro-flic, tu vas voir. Non, mais regarde. En fait, il y a un truc, on faisait une comparaison vous avez commencé tout à l'heure une comparaison entre Les Misérables et ce film-là, la BAC Nord. Et je trouve que Lajli, il a réussi un truc quand même. Alors, je parle pas de la vision des quartiers, tout ça, mais je parle de la vision qu'il a des flics, tu vois. Là, tu suis 3 personnages. Bon, ce qui était bien fait dans le film de Lajli, c'est que tu as 3 flics avec 3 personnalités différentes qui représentent à leur manière une vision de l'institution. Tu vas te dire quand... Oui, voilà, mais est-ce que c'est pas ça aussi du déréalisme? Le baqueux de gauche, le baqueux de droite, le baqueux central. Mais dans Lajli, tu avais quand même le nouveau. Oui, qui remettait en question les agissements c'était le baqueux de gauche, celui qui est-ce qu'il existe? Oui, mais n'empêche que non mais c'est de la science-fiction. C'est du fantastique exactement comme ce qu'on dit là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en tout cas, Lajli prenait beaucoup plus de distance vis-à-vis de la police, et en fait, il expliquait que c'était pas la faute de la police, mais peut-être qu'en fait, finalement, leur travail, ce qu'on leur demandait de faire, en soi, en fait, intrinsèquement, n'avait pas de sens. Non, je le vois pas du tout comme ça le film, mais c'est pas vraiment un truc sur les Misérables. Continuons sur BAC Nord. Et BAC Nord, en fait, le fait qu'on ait 3 personnages qui globalement sont tous des héros, glorification à mort, mais sans aucune subtilité et sans aucune différence
enfin ils ont des différences de caractère, mais tous les trois Ouais, ils mais sont t'as bons. raison. C'est la bonté incarnée, tu vois, exactement. les Oui, trois ils à sont leur quand même les manière. trois sur la C'est la même bonté ligne. incarnée. Ouais. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que justement, on me montre un flic qui commence à dévier, tu vois, qui commence à partir en couille, parce que ça, non, que c'est tu pas le le veuilles. propos. Ouais. Non, c'est Oui, ça. oui, oui. Ouais. Et C'est pour ça que ça aurait pu être construit un peu intéressant. comme une défense parce que et à la limite on les voit un peu plus comme presque comme des pauvres types un peu, tu vois. Ouais. Mais oui. C'est une ligne de défense qu'on pourrait Oui, parce prendre et au tribunal ils Mais auraient pris cette l'écueil- ligne de Absolument, défense parce que- de dire c'est des pauvres gars, ils font pas exprès. Mais l'écueil voilà. du film, c'est ça qu'ils ont pas creusé les personnages. François Civil, à part faire des pompes et courir et dire je t'encule, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il a une Mais tu sais- petite relation tu sais- avec son indique. Il l'indique, tu sais mais pourquoi- il finit tu sais par la pourquoi- trahir. c'est pas- ouais. Voilà. C'est pas ouf, mais à 1h30 de film avec autant d'action, etc. C'est-à-dire, on peut pas avoir des personnages ultra. Mais des fois, ça se joue à complexes. une mise-scène, ouais, à je suis d'accord. du dialogue. Mais c'est pas non plus trop. Enfin, c'est vrai que les deux personnages sont pas terribles. Celui de Gilles Lelouch est un peu mieux, quand même traité, je trouve. Mais Ils sont les, symétriques, je les trouve. deux autres sont assez classiques. Et là, Mais il pire vient que d'avoir ça. son gosse. Ah. C'est pas ouf. Ouais, ça, je suis d'accord. En fait, ce qui m'énerve avec ce personnage du gars qui porte son maillot du Real Madrid, là, de François Civil, c'est qu'il renvoie une vision un peu, vous avez vu, je suis jeune, je suis beau gosse, la bague c'est cool, tout ça. Et en fait, il y a un propos qui me gêne un peu derrière sur... en fait, ce personnage-là, il n'existe que pour faire... C'est pour ça qu'on peut dire que quelque part, il y a quand même une vision politique, que pour faire adhérer les jeunes à cette vision-là aussi de la bague, parce que c'est le jeune un peu beau gosse auquel on s'identifie avec son maillot de foot, quoi. Oui, mais alors est-ce que le père de famille c'est pour faire adhérer les pères de famille? Est-ce que Gilles Lelouch c'est pour faire adhérer les vieux célibataires? Ce que je veux dire... Non, Moi depuis j'ai envie d'aller à la bague. Dès que j'ai vu Gilles Lelouch. Et de faire des pompes claquées, quoi. Non, par contre Ouais. je pense que tu as tout à fait raison. Tu le disais aussi, trois Oui. personnages dans des âges différents et dans des moments différents de leur vie, etc. Mais comme tout est positif dans ce qu'ils font, effectivement, oui, on peut avoir cette Mais imagine s'ils avaient mis des persos persos charismatiques, beaux, parce que François Civil en soi, là, il a essayé de se faire un petit peu. il reste je pense qu'il reste beau gosse. Il est beau gosse Ah, quand même, c'est un François Civil. c'est un petit mec. Non, mais regardez-les. Ils sont tous Moi, excités. mais moi, en fait, quand je dis que j'ai des problèmes avec le film, c'est juste de la jalousie vis-à-vis de cet acteur. Hein, c'est tout. Oui. Tout le reste c'est nickel. Mais ils ont essayé justement pour éviter de rendre le truc trop sexy. Voilà, moi je trouve qu'ils ont. Imagine s'ils avaient été vraiment charismatiques. Il y a quand même une image d'héroïsme qui se dégage Ouais, et puis de. ouais. Mais justement, quelque je l'ai chose. pas Ah ouais, moi, senti je ça. trouve- Je l'ai ah pas là. senti. Et Je l'ai puis, trouvé. et puis l'empathie envers les personnages, elle est quand même. Non, c'est des losers qui sont paumés. Ils passent leur Ouais, vie mais à voilà, bouger mais à oui, droite mais et à justement, gauche et ça dire- sert à Oui, rien. mais c'est des losers juste parce qu'ils sont flics, baqueux, machin. Justement, alors là aussi en matière de quand même. Non, mais parce que justement, le pointe du doigt, justement, quand je dis en matière de social, l'autre ne faisait rien et quand même celui-là, même s'il en fait très peu, ça met en lumière le fait que les Misérables ne faisaient rien là-dessus. On parle quand même de combien ils paient, combien ils gagnent. On voit leur cadre de vie, on voit une toute petite maison avec une toute petite piscine qu'ils arrivent à avoir à deux. On voit Gilles Lelouch qui est tout seul dans son appart, etc. On pointe quand même du doigt justement leur état. Ouais, mais exact. Et juste Vas-y. et on voit aussi l'état de certains dealers qui arrivent en Porsche Cayenne et ils le disent d'ailleurs explicitement, Ouais. Oui, dégage va avec ton m'agacer. Cayenne, et l'autre lui dit vas-y avec tes 1800 € par mois. Non, il dit Donc, 1000 balles. ou 1000 balles par mois. 1000 balles. Donc on pointe du doigt quand même cet aspect social. Il n'est pas creusé, etc. C'est d'abord un film d'action, mais c'est au moins pointé là où un film qui se voulait social sur la banlieue ne le faisait pas du tout. Et je comprends pas pourquoi tu dis social là, à ce niveau-là quand tu parles des relations qu'ils ont et du dealer qui dit aux flics. Qui dit aux flics, Il parle de leur niveau social. C'est dans ce sens-là que tu dis. Ok, c'est dans ce sens-là que tu dis social. Oui, Ouais, structure. ok. Moi je suis désolé, mais je fais vite fait la comparaison avec les Misérables, mais quand tu vois la manière dont les mômes vivent, la manière dont les mômes doivent vivre dans la cité, etc., t'as des images qui sont bien plus sociales que celui-là. Alors, Et quand je parle de, par exemple, quand tu vois des mômes jouer avec c'est la seule. avec des couvercles de poubelle, Je suis absolument d'accord, c'est la seule. Non, c'est pas la seule. Ah mais si, il y a ça et un caddie qu'on voit monter parce que l'ascenseur est en panne. C'est absolument les seuls. Je l'ai revu en fait cette semaine. Non, parce que Moi j'ai revu ce justement, matin. c'est vrai. Ouais. Et je voulais justement voir les deux. Donc si vous avez d'autres exemples, dites-le moi. Mais il y a que ce truc-là, et d'ailleurs il ne s'attarde pas sur ce truc-là. Mais effectivement, c'est juste ça quand il joue avec les couverts de poubelle et quand on voit un caddie monter.
c'est les seuls moments où justement on se dit tiens, il y a un peu de misère. Mais c'est les seuls moments. Oui. Tout le reste du temps, ça pourrait être en banlieue de n'importe où. Parce qu'ils misent tous sur les bâtiments, parce que là, Gilles, c'est ses plans par drone. Ils misaient tout sur les bâtiments, en se disant que ça suffit. C'est une métonymie de la situation, quoi, tu vois. Alors absolument, c'est super que t'en parles. Justement, il y a ces plans de drone qui font ça. Mais là, qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est de la psychogéographie, donc c'est-à-dire que oui. Très bien, s'il faut faire de la psychogéographie, il faut le faire. Il ne fait un plan de drone vu de dessus, où on voit des bâtiments qui sont pas du tout délabrés, où on voit des arbres partout. Il ne fait absolument jamais justement de la psychogéographie. Moi, je vais t'expliquer. Il y a revenir sur Bac Nord. T'as raison. Je termine sur cette histoire de bâtiment. On est charrette. On est charrette. Mais ok. Mais finis la phrase. Non, je voulais juste dire que t'as quand même une scène où t'as un flic qui dit je ne sais pas où je suis, je sais pas où on est. Voilà, comme s'il n'y avait plus d'adresse sur les bâtiments, comme si en fait c'était devenu des zones totalement abandonnées. Et je suis désolé, ça c'était un message. Il regarde l'adresse dans une boîte aux lettres et il dit je suis là. Non, mais non. Ah, mais si. Non, mais c'est pas aussi simple que ça. On revient sur Bac Nord. Ouais. Allez. On fera un jour une émission sur Les Misérables. Un jour. Mais pour revenir, moi, un truc qui m'a un peu interloqué dans. Parce qu'on parlait de la représentation des jeunes de banlieue. J'ai regardé les interviews de Lelouch et de Jiménez, et il y a plusieurs moments assez géniaux où ils te disent que quand ils sont allés tourner, parce qu'ils sont allés tourner dans les quartiers nord, c'était joyeux, et qu'ils ont eu un accueil de dingue, et qu'ils avaient adoré faire ça. Et je me rappelle de la phrase de Jiménez qui dit c'est pas du tout l'image qu'on peut en avoir. Et c'est l'image qu'il donne, c'est ça. C'est incroyable, c'est dingue. Mais tu vois, tu te rappelles de l'interview qu'on avait eue d'Astier qui nous a blow my mind, machin. Je pense qu'il y a quand même, je sais pas. Tu vois. Là, ça montre quand même, il comprend rien. Je sais pas. Il y a un problème. Quand tu te dis, c'est pas l'image qu'on peut en avoir, mais c'est l'image que j'en donne. C'est comme quand les bobos parisiens, ils partaient à Montreuil pour voir, qu'est-ce qui se passe en dehors du Paris riche, quoi. Une espèce de tourisme, espèce de safari, tu vois. Et en fait, c'est là où ça met mal à l'aise ce qu'il raconte. Mais oui, parce que là, moi, c'est là-dessus justement que là, je me suis dit, d'accord, il comprend rien. Là, il y a parce que justement, il surjoue le fait qu'ils ont été hyper gentils et tout ça pour justement contrebalancer, à mon avis, le truc de Cannes. Mais c'est pire encore. Mais c'est exactement. On dirait ton pote qui part en Afrique, mais ils sont joyeux, ces gens, vraiment. Il y a un problème. Ils dansent tout le temps. Ils dansent, ils adorent la musique. Et par contre, ils ne montrent que des cannibales. Ça serait ça. Cagoulé. Et je pense qu'il y a aussi un problème dans la manière du coup de concevoir ta direction d'acteur, etc. C'est que pour les 3 personnages de flics, ils sont allés rencontrer les mecs qui jouent, etc. pour bien comprendre. Par contre, pour jouer les mecs de banlieue, ils sont allés chercher des mecs de banlieue en leur disant faites les mecs de banlieue. Donc les gamins forcément jouent comme dans un clip de rap. Ils te donnent la représentation qu'ils pensent que tu veux avoir d'eux. Et le gamin qui est dans la voiture quand il chante du Jul, qui est une scène que j'ai trouvé hyper bien foutue. C'est une scène qui est énorme aussi, mais vas-y. Et qui est ultra problématique. Oui, bien sûr. Mais tu vois, juste en termes de comment c'est filmé. Mais pareil, moi je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Et quand ils te parlent de ce gamin-là, ils te disent c'est un gamin qui est hyper réservé, super poli et tout. Mais qui a donné une énergie, machin. C'est pour ça que je dis qu'en fait, ce film-là, on peut pas le penser que. C'est un des films où je me dis on peut pas le penser qu'en tant que produit filmique, tu vois, qu'en tant que produit cinéma. On arrive à la cerise là, c'est ça cerise liqueur. Qu'en tant que produit cinéma, tu vois, enfin j'y vois quand même moi un cynisme hyper malsain sur la manière dont tu vas représenter les choses. Quand tu dis que t'es super bien accueilli dans un quartier. C'est ingénu. Ouais, mais quand tu dis que t'es super bien accueilli dans un quartier, que les acteurs ont été adorables, tout ça pour montrer une image d'eux qui globalement, comme tu l'as dit, sont des cannibales à tous les âges. Il y a un môme de 5 ans qui poignarde un flic dans un appart. Il a pas 5 ans, mais oui, il est très jeune. Et celui qui trouve, donc, comme tu disais, là, avec cette scène de Jul, qui est très entraînante grâce à la musique et à l'énergie incroyable. C'est l'énergie. Mais effectivement, ça montre que les petits, c'est pareil, c'est foutu, puisque le petit, il en a rien à carrer de la police, au contraire. Il est traite comme ça. Enfin, même il commence à danser et Lelouch décide de conduire à contresens. Oui, je trouve qu'elle est vraiment très bien cette scène parce qu'elle te montre tout le. Mais c'est ça, c'est un film sur le non-sens quoi. Il y a aucun sens. Il y a un sens unilatéral. C'est-à-dire que la situation telle qu'elle est, c'est une impasse et peu importe le film que tu vas essayer de faire, tu seras toujours dans l'impasse. Voilà, si t'es pas un mec des cités qui sait vraiment, tu vois, mais t'es toujours dans l'impasse sur la représentation. Dans tous les cas, on va te taxer, soit. Non, mais c'est sûr, tu peux pas. Tu peux pas. Dans tous les cas, tu vas tomber dans une forme de construction qui est pas à toi. C'est facile à faire, mais là, il y a quand même un point de vue. Il y a quand même quelque chose qui fait que il y a aucune recherche.
de dépasser un point de vue hyper stéréotypé. Ouais. Et le fait de s'inscrire dans une histoire vraie, etc., renforce cette chose-là. C'est une deuxième couche de problème. Oui, mais c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que tu as une première strate, imaginons que ce soit un pur film de fiction, il n'y a même pas une tentative d'effort pour dépasser les stéréotypes. C'est pour ça que c'est pas... Ce film est court aussi, il fait 1h40. Non, mais même Louis, tu peux pas... Mais comme tu disais avant, il suffit d'un rien. Il aurait suffi d'un plan de caméra sur une mère, par exemple, avec ses enfants. Ils ont cuté de ouf, apparemment. Oui, mais tu vois qu'il y aurait eu juste... qui prendrait aussi de manière coercitive ces gars qui font du trafic de drogue. Parce qu'en fait, ce qu'il est censé montrer, c'est pas les habitants des banlieues, c'est ceux qui font du trafic de drogue. Sauf que quand il ne montre que... et qu'ils montrent tous les habitants qui sont avec eux contre les flics, on a l'impression que tout le monde est comme ça dans ces banlieues-là. En fait, c'était ce que j'allais dire. T'as Gilles Lelouch à un moment donné qui dit de toute façon, les habitants de banlieue, ils attendent qu'on vienne les aider, mais on peut plus les aider. Exactement. Mais il ne les montre pas. Mais en fait, il les montre même pas. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, la banlieue, c'est que des sauvages. Et les mecs sur les chaises, ça me rappelait Enquête exclusive que j'avais regardé vite fait, tu sais, et tu sais où les visages sont floutés. Et les mecs sur les chaises, j'avais regardé un truc vite fait, mea culpa bien sûr, mais t'avais que ça. T'as l'impression que les mecs n'y sont pas allés, ils ont maté que des enquêtes exclusives. Oui, mais il est censé avoir vécu là, c'est ça le truc. Alors ça c'est un truc où moi j'ai essayé de chercher un peu parce qu'il dit parce que ça te semble j'ai grandi dans les quartiers. Quand t'es parisien, t'es pas tu peux être de Neuilly, tu vois, faire un film sur les banlieues. J'ai grandi dans les quartiers nord. Les quartiers nord, c'est quand même 3 ou 4 arrondissements à Marseille. Les blocs, c'est les banlieues telles qu'on les voit, c'est un truc. Comme tu dis, tu peux dire je viens de région parisienne, donc je peux faire un film sur Sarcelles ou sur Trappes, mais j'ai grandi à Versailles. Je me suis demandé, j'ai jamais trouvé d'où il vient exactement, mais j'ai l'impression que c'est un peu une sorte de défense en disant je viens des quartiers nord. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu les as quittés il y a 20 ans. Mais moi, honnêtement, je pense pas que certaines représentations de situation, en tout cas, soient fausses ou délirantes, ou etc. Comme je disais, quand ils sont bloqués à l'entrée d'un certain quartier, je pense pas que ce soit une situation délirante. Quand il y a effectivement des gars qui font le chouf, là, enfin, qui font le gay, enfin tout ce qu'on a vu, etc. Par contre, Là, moi, ce qui me choque réellement, c'est ça, c'est l'absence de point de vue, même pas contraire, mais juste un petit peu à côté, de voir des habitants normaux, de voir comment les gens vivent ce trafic de drogue. Est-ce que ce trafic de drogue structure une certaine loi ou structure un chaos total, comme on a l'air de le voir? Comment vivent les autres habitants, comme tu le disais très bien? Gilles Lelouch, le personnage, dit qu'ils se battent pour eux. Et on les voit jamais. On les voit jamais. Et on ne sait pas du coup, il se bat pour des fantômes, pour des moulins à vent, on ne les voit jamais. Et là aussi, ça sert à héroïser totalement leurs actions, puisqu'il dit si on fait des trucs un peu en marge de la légalité ou un peu juste, etc., c'est pour sauver ces gens-là. C'est pour sauver, c'est des héros. Ça ne montre que des héros. Ça ne montre que des héros et face à une masse informe de gens post-apo. Et la fête où il y a tout le butin, on dirait, tu sais, quand l'État mexicain fait une espèce de propagande à la télévision où t'as où t'as les flics cagoulés qui montrent tout ce qu'ils ont récupéré. Donc je pense qu'il y a une construction de la criminalité, tu vois, et ça me faisait trop penser à ça, tu sais, au narco-État, à l'état de siège que tu peux retrouver dans les quartiers mexicains. C'est comme si les quartiers nord n'étaient que des narco-États. Oui, c'est ça, totalement. Avec des frontières. Tu passes pas la frontière et nous on gère tout le reste et on a l'impression que tout le monde c'est global, c'est général, de ce trafic de drogue. En fait, c'est dans ce sens-là où je te dis que la scène qui m'avait posé problème là d'affrontement entre le flic, parce que je trouvais que effectivement en soi pris isolément, peut-être que c'est des contextes que les flics ont déjà rencontrés. Je dis pas que cette scène, quand je dis que c'est un mythe, en fait, je parle d'un point de vue plus global, quoi. Je dis qu'en fait, ça donne l'impression que c'est normal, tu vois, que c'est la monnaie courante. Et puis que c'est l'unique chose qu'il y a surtout. Et que c'est l'unique chose qu'il y a. Et comme on dit, il y a rien pour contrebalancer ça. Alors peut-être que c'est le fait qu'il n'y ait pas de contrepoint. Pour moi, c'est l'absence de contrepoint. Pour voir ça. Pour moi, c'est l'absence de contrepoint qu'il faut. Et par contre, alors juste pour donner aussi quelques trucs, parce qu'on dit que le film est quand même véhicule quelque chose quand même en tant que film d'action. On viendra peut-être à la dernière. J'aimerais bien qu'on parle de l'aspect esthétique parce que moi, c'est des choses. Pour information, on a 2 heures d'émission. Allez, on enchaîne. Et cette scène-là, moi, ça m'a fait immédiatement penser. Alors déjà, il y a une esthétique très Mad Max dans les personnages. Il y a un côté zombie, mais il y a aussi un côté Mad Max, mais vraiment comme si on était dans le post-apocalyptique à partir du moment où on rentre dans ces quartiers-là. Et il y avait, en fait, moi, ça m'a fait penser à une scène d'Akira, qui était exactement la même. Alors pas le film animé, mais dans le manga, où il y avait, mais exactement de la même manière, une bande de jeunes avec la même esthétique, les mêmes types c'est-à-dire des capes un peu de briquet de broc, pris des masques. On voit il y a un vieux casque
casque, plus un foulard avec des trucs dessus, etc. Donc exactement le même visuel qui arrêtait c'était pas des flics, mais c'était l'armée qui venait à Neo Tokyo, et eux disaient non, Neo Tokyo maintenant c'est à nous, posez là ce que vous voulez faire, nous vous passez pas ici, etc. C'est l'état de siège constant, quoi. Mais comme si on passait dans un autre truc, un autre pays, un narco-pays du coup, et ça m'a totalement fait penser à ça. Alors, sauf que quand j'avais lu Akira, moi j'étais évidemment du côté de Kaneda et de ses copains, du côté des jeunes. Et là, t'en arrives à être du côté des flics. Et là tu te dis, c'est le début du film, le truc. Mais tu te dis, alors est-ce que je suis devenu un vieux réac ou machin ? Mais non, en fait, comme on a dit depuis le début, on t'amène. Exactement. C'est le film qui t'amène à ça en faisant que tout est justifié dans les actes des flics, qu'on te les montre comme des héros, qu'il n'y a jamais même un questionnement sur leur moralité. Et par contre, on te montre l'inverse chez les ennemis, quoi, en tout cas chez les trafiquants de drogue. Et du coup, quand tu disais des trucs problématiques, etc., pour moi c'est ça, c'est-à-dire que ça t'amène à une vision qui est unilatérale, où jamais tu vas te poser une seule question, et toi, à la fin, t'es avec les flics, tu veux qu'ils gagnent. Tu ne peux qu'être avec les flics. Exactement. C'est pour ça que je te parlais de défense rhétorique. C'est-à-dire qu'on t'amène à suivre avec du pathos, avec une présentation de l'éthos des personnes, où t'es à la fin du truc, et avec cette dernière partie dans la prison qui sert, à mon avis, à deux choses, enfin à trois choses même. À renforcer un effet de réel qui est problématique. Parce que là, on voit les vrais écrans. Voilà. On voit Manuel Valls. Ça, je suis absolument problématique. Pour moi, le problème du rapport au réel, il se situe là, avec les vrais écrans. Là, il prête le flanc à la critique. Il a l'air de tomber des nues, genre il y a une critique. Mec, tu fais un film sur une histoire vraie, dont le traitement judiciaire n'est pas terminé. Et visiblement, ils ont un peu pressé pour que ça sorte rapidement. D'accord. D'ailleurs, son prochain film... qui s'appelle Novembre, c'est sur les attentats du 13 novembre, et ça suit les flics. Il y a peut-être un petit délire, il y a quand même un truc. Et donc cette dernière partie où ils sont en prison là, donc il y a ça, il y a le fait qu'on te rajoute du pathos sur les personnages de ils vont pas bien, machin, les pauvres. Surtout celui de Gilles Lelouch là, qui s'effondre. Et justement, l'effondrement de Gilles Lelouch sert à justifier le fait que on va quand même dénoncer l'indique. Exactement. Et même ça, est justifiable en disant et voilà, ils sont en prison pour rien, c'est bien normal que la petite qui fait des shit. En fait, tu peux avoir de lecture de ça. Soit tu peux avoir la lecture de Némésis en mode voilà les mecs, vous avez merdé, voilà ce qui vous arrive. Mais ils ont pas merdé. Sauf que ce qui m'a fait tiquer, parce que jusqu'à la fin j'étais là, non, allez, c'est la punition, il y a pas de propagande ou ce que vous voulez, mais il y a quand même le moment où il sort, il se met sur le banc avec le soleil qui lui tape sur le visage, moment de bien-être. Comme s'il avait mérité ça finalement, et avec la chanson House of Rising Sun. Les portes du pays dans c'est incroyable. Ça c'est peut-être le plus grand faute. Et là je me suis dit, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que précisément pour moi cette scène-là, elle sert à justifier le fait et à en faire des héros au sens véritablement moral de même l'indique, on va pas la trahir. Même elle, on va la trahir que parce que vraiment on n'a plus le choix. Avec cette scène où ils auraient accepté 10 ans de prison pour pas. Il faut qu'ils se tapent les poings contre la porte. Il pleure derrière le hublot et tout. Je suis d'accord. C'est là où je disais tout à l'heure que pour moi l'aspect thèse du film flingue un peu le film. Il aurait pu en faire à mon avis un truc très bon parce qu'il sait faire de l'action, ça il y a pas de souci. Mais il va trop loin dans certaines choses, qui fait que ça tombe. Moi je crois que c'est très ingénu. Et c'est quelqu'un qui s'est pas assez renseigné. Je pense que le projet quand il dit que ils sont tout gentils, les gars de banlieue, ils ont aimé faire ça. Oui, non, mais il y a un côté quand même. Je comprends pas. Non, mais il y a un côté Club Med, c'est Club Med quoi. Il y a eu des artistes dans l'histoire, même des grands écrivains et tout, qui n'avaient aucun recul sur ce qu'ils écrivaient. Ils écrivaient des trucs, et quand on leur disait ça parle de ci, de ça, les mecs tombaient des nues. Non mais d'accord. Ils disaient, bon, mais non, pas du tout. Si, on peut apprendre des trucs sur son œuvre. Moi, à mon avis, c'est peut-être qu'il a fait à l'américaine. C'est les quartiers nord. Moi, je connais un peu. On va faire les flics, les machins. Tiens, il y a un bouquin là-dessus. Vas-y, ça va faire des bonnes scènes d'action. Et qu'il a eu aucun recul. En tout cas, on voit bien que Gilles Lelouch n'a eu aucun recul sur ce qu'il a fait, ce qu'il a tourné, puisqu'il se moquait de la gueule du gars. Là, je pense pas qu'il jouait la comédie. Je reviens à ce que je disais sur la réalisation, où t'as quand même une construction des séquences qui fait que. Oui, mais il a vu le film, Gilles Lelouch, il sait. Oui, non, mais Gilles Lelouch qui comprennent pas ce qu'ils voient, peut-être. Mais pourquoi l'autre est plus intelligent Jiménez, c'est lui qui le fait. C'est lui qui décide de l'enchaînement des séquences. Mais peut-être. Et à la limite, pourquoi pas. Il n'empêche que s'en dégage
quand même une idéologie du truc. Ouais, ce que j'allais dire. Que le réalisateur en ait conscience ou pas, on s'en fiche. Ouais, c'est ça, l'intentionnalité à la limite. Oui, mais on va rajouter ça, dont on discutait. C'est-à-dire, est-ce que c'est ingénu ou est-ce que quand même. Moi, je te dis, j'ai du mal à y croire, mais. Moi, je pense qu'il y a un fond inconscient là-dessus. Mais le fait que ce film catalyse autant de discours, ça veut dire que nous. Notre société est quand même polarisée aussi. Mais tu sais, je pense que c'est symptomatique de notre perception de la sécurité, de la périphérie et du rôle de la police. Et ce film, peut-être que dans 20 ans, il sera pas reçu de la même manière. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ce film, dans 15-20 ans, c'est ce que je dis, ça deviendra une œuvre culturelle dans le sens où ça sera un témoignage puissant. C'est ce que disait ça sera un témoignage puissant d'une vision d'une époque, tu vois. Comme Mad Max, le début. Il y a un aspect. Donnez-leur de l'eau. Mais c'est vrai que la polarisation des deux réceptions sont quand même assez incroyables. C'est-à-dire soit avec un rejet total, c'est-à-dire ce film ne devrait pas exister, le cinéma a un devoir moral. Donc là, moi, je suis en total désaccord avec ça. Sinon, tu fais un reportage. Je pense pas que l'art, juste vas-y, ça on pourra en parler. Je pense pas que l'art est un devoir moral à ce niveau-là. Enfin, on peut pas, en tout cas, imposer un devoir moral à l'art. Et de l'autre côté, on a une adhésion à 100% du truc en disant c'est un documentaire, vous voyez bien qu'on a raison depuis le début ou que Zemmour a raison, machin. Et pour moi, les deux aspects sont totalement intenables. Moi, je voulais rebondir sur le fait que je suis pas d'accord avec l'idée de il faut pas que ça existe, mais le fait qu'on puisse s'insurger de l'existence d'un film comme ça. Oui, ça c'est différent. Par contre, dire que le cinéma a un devoir moral, que donc ce film-là ne devrait pas exister. Oui, mais moi, sur la première, je suis d'accord sur le fait que faut pas dire que ce film-là ne devrait pas exister. Par contre, te questionner moralement sur l'œuvre que tu produis, je trouve que c'est une ton devoir d'artiste. Et toi, en tant que récepteur, tu reçois machin. Mais par contre, dire tel film doit exister, tel autre film ne doit pas exister. Mais ça, bien évidemment, on est bien d'accord là-dessus. Idéologique, on est bien d'accord là-dessus. Oui, après, je te dis, moi, je dis pas qu'il ne doit pas exister, mais c'est une question sur laquelle personnellement j'ai beaucoup réfléchi et j'ai un peu évolué parce qu'à la base j'étais plutôt partisan total et complet de déconnexion de l'art et la morale. Ce qui commence à émerger avec le Marquis de Sade qui signe une préface qui déconnecte art et morale, et après Baudelaire qui c'est pas les seuls, mais c'est les grands jalons qu'on a de ça. Et si on en revient à ce que disait Platon qui dit la mimésis, donc le fait de représenter le réel. Platon, je sais pas, peut-être vous savez, dans La République, il exclut les poètes de la cité. Il dit les mecs qui font l'art, comme ils font de la merde, il faut les mettre dehors. Pendant très longtemps, j'ai absolument pas compris ce que disait Platon, et c'est le moment où je me suis senti vraiment en désaccord avec Platon. Et aujourd'hui, je me pose quand même la question, parce qu'en relisant véritablement Platon, ce qu'il dit, c'est les œuvres culturelles, elles nous marquent idéologiquement et elles fabriquent une société. Donc là, se pose non pas la question de l'interdiction, mais de qu'est-ce qu'on fait d'une œuvre comme Bac Nord qui marque une société idéologiquement. Mais ça suppose que notre société n'a pas de marge critique. Mais est-ce qu'on pourrait pas revenir... attendez, moi je réfléchis. Mais non, justement. Moi je prends position clairement sur lequel je suis d'accord avec ce que tu dis, que ça va marquer idéologiquement, etc. Mais on ne peut pas imprimer notre morale à de l'art et dire ça peut exister, ça ne peut pas exister. Parce que là c'est le début de la fin. Non mais pardon, juste je réponds à ça, mais que peut-être les réalisateurs réfléchissent à ce qu'ils sont en train de faire. Il peut y avoir lui, il peut y avoir un Ladji qui a été pris différemment, il peut y en avoir d'autres, etc. Que Jiménez qui nous dit j'ai pas réfléchi, j'espère que la polémique qui suit va le faire réfléchir à ce qu'il va faire sur la suite. Et même si c'était pas le cas, c'est-à-dire même s'il avait voulu, disons, faire ça, il a le droit de le faire. Non mais d'accord, mais il faut peut-être essayer d'avoir conscience. Il faut une réflexivité sur ce que tu produis quand même. S'il avait eu conscience, ça serait mieux, effectivement. Mais je veux dire, même s'il avait une parfaite conscience, c'est-à-dire si Zemmour réalise ce film, par exemple, où là on pourra dire qu'il a une conscience totale du propos, mais il a le droit de le faire. Oui, non, mais je te dis, moi, les polémiques, en fait, je les trouve saines dans le sens où elles obligent les créateurs à se dire je produis de l'idéologie. Surtout quand tu fais un film sur Marseille, en pleine campagne présidentielle. Et il y a un truc sur lequel je voulais revenir, par contre, sur la proposition de Platon, quand il dit que les œuvres culturelles nourrissent l'idéologie politique. Est-ce que c'est pas parce qu'on pourrait tout à fait retourner le discours, c'est-à-dire que si un film comme Bac Nord rencontre autant de succès, c'est parce que c'est l'idéologie politique. En fait, ça vient valider a posteriori une idéologie déjà très présente dans la société, tu vois. Il est le produit de son temps, comme il va peut-être imprimer son temps. Donc ce truc de l'art qui viendrait, tu vois, un peu... ça serait plus, tu proposes plus une lecture marxiste de c'est les conditions de vie qui produisent les œuvres culturelles plus que l'inverse. Moi je serais plus dans cette ça c'est un autre débat, peut-être on l'aura un autre jour.
intéressant. C'est hyper intéressant. Du coup, j'aimerais revenir juste vite fait, moi, pour qu'on 2h10. Ouais, juste vite fait, j'aimerais revenir sur l'esthétique du film pur. Alors, juste. Vas-y. Merde. À la programmation radio. Et juste revenir sur l'esthétique du film et parler de 2-3 choses qui m'ont bien plu dans l'utilisation et la mise en scène de ce film-là. Tout d'abord, il y a ces fameux plans de course-poursuite en voiture dont on parlait. Franchement, on a très peu l'habitude de voir dans le cinéma français. Ouais, c'est vraiment un truc à l'américaine. Tout le film, c'est et puis à l'américaine plus quoi. C'est pas le tout venant quoi. Et en fait, toute l'idée, c'est comment on t'embarque dans une scène de course-poursuite. Et on va pas te faire de plans larges sur les bagnoles et tout ça. Et à l'intérieur de la caisse, beaucoup non ? Exactement. En fait, on va filmer de l'intérieur de la voiture en te donnant quelques informations sur ce qui se passe autour. Ça bouge il en fait plusieurs fois. Et la vision du conducteur, c'est quasiment ta vision à toi. Et ça, c'est un truc qui va reprendre à William Friedkin, qui était spécialiste qui a mis en scène plusieurs courses-poursuites de bagnoles aux États-Unis, notamment dans French Connection et To Live and Die in LA, qui sont 2 classiques qu'il a fait et qui sont des classiques des courses-poursuites de bagnoles. Du coup, j'ai adoré revoir ces plans d'intérieur. Là où justement, dans Taxi, tu vois, tu parlais de Taxi 3 tout à l'heure, où là, c'était un impensé, où c'est juste des plans extérieurs, tout ça. Et je trouve que dans Taxi, tu ressens très peu, par exemple, la vitesse et le danger quand tu suis la voiture, tu vois. C'est vrai que là, on les sent de ouf. On est pris totalement. Complètement. Et que ce soit dans la voiture ou à pied, quoi. Et là, du coup, il y a vraiment un truc entre le fond et la forme, là aussi, puisque la toute première scène, dès qu'on va voir les baqueux, on est avec eux dans la voiture. Donc là aussi, au niveau du sens, évident, c'est-à-dire on est avec eux, on va être avec eux tout le film. Donc on épouse leur point de vue, c'est un point de vue subjectif. Ils sont face à des jeunes délinquants qui les emmerdent directement. Et quand ils ont récupéré le scout, plutôt que d'aller faire de la paperasse machin, ils vont utiliser une petite voie à moitié illégale pour faire quelque chose de mieux. C'est-à-dire arrêter un truc. C'est-à-dire qu'on a tout le film qui est résumé là, en tout cas toute l'intention du film qui est résumée dans cette première scène, de comment est-ce que nous on va être avec ces flics-là et de comment on va justifier tout. Tout le film en fait est justifié par cette première scène qui nous montre ce qui va se passer après. Et c'est vrai qu'en termes de réal pur, le mec arrive à nous faire des scènes de réal d'action, des scènes d'action qui sont hyper prenantes et à la fois totalement lisibles. Et voilà. Et c'est ça un des grands défis aussi, c'est les courses poursuites cette fois-ci, mais à pied que t'as dans le film. Où là, t'as vu, il y a pas de stabilisateur à un moment. C'est exactement ça dont j'allais te parler, c'est qu'en fait la caméra, c'est ce qu'on appelle on filme avec la caméra à l'épaule, tu vois. Alors je sais pas si c'est vraiment fait comme ça. Ça tremble mais quoi qu'il en soit, la caméra elle tremble. Et tout le défi, c'est de rendre la scène lisible avec la caméra qui tremble, et ça va. Ça va favoriser ton immersion dans la poursuite. En gros, faut juste qu'il arrête d'écrire ses scénarios. Voilà, c'est des scènes d'action. Mais s'il en est conscient, qu'il continue, qu'il fasse ce qu'il veut. Bon, il faut qu'il en soit conscient. Oui. Et ça, j'adore vraiment, parce que pour favoriser l'immersion, c'est ce qu'on dit. En fait, c'est le point de vue politique pour moi est pas bon. Mais pour favoriser l'immersion dans une situation d'action, il a tout compris par contre en termes de mise en scène. Après c'est vrai que c'est très à l'américaine. Honnêtement, tous les films et même séries de maintenant sont filmés comme ça. Tu vois, je suis pas tellement d'accord parce que de plus en plus sur les. Alors voilà, c'était ce que j'avais vu ça. Parce que tu vois, aujourd'hui on a des plans qui sont très lisses. Très propres qui sont. En tout cas, je suis pas d'accord avec ça. Il y a évidemment des gens comme Fincher avec Mindhunter, des choses comme ça, qui va faire ça, des plans, hyper propres, presque cliniques. Mais la plupart des séries, justement, sont avec cette caméra un peu à l'épaule, très légèrement tremblante, voire comme même dans Julie Lescaut. Sœurthérèse.com. mais voire même dans des séries où je trouve que ça marche pas du tout. Par exemple, il y a une série qui est formidable qui s'appelle Succession, qui est une série qui mériterait, disons, d'être filmée un peu comme Les Sopranos, avec des plans un peu à pied, etc. Et qui, à chaque fois, avec justement cette caméra à l'épaule, un peu tremblante, etc., qui donne un petit côté réaliste, naturaliste. Ce que je voulais dire, moi, c'est plutôt mettre... moi je suis abonné qu'à Netflix malheureusement et du coup la manière de filmer tu le mets code. J'ai tout ce que tu veux, j'ai du Salto, j'ai du Apple TV. et Netflix pour le coup c'est toujours des cadres, enfin on a l'impression qu'il y a un stabilisateur sur le stabilisateur sur le stabilisateur qui donne une image très neutre en fait au final et très lisse par rapport à... Oui c'est vrai, non mais t'as raison. Alors c'est vrai que là je regarde pas les séries Netflix donc possiblement, mais disons que c'est la manière de filmer l'action aux États-Unis, et par contre là où je suis tout à fait d'accord, c'est que cette manière-là, si elle n'est pas ultra originale, c'est vraiment la manière basique de filmer l'action aux USA. Par contre, il le fait avec une efficacité énorme. Une maîtrise totale. Et comme tu disais, tu parlais de lisibilité.
c'est incroyable. Ouais, c'est un défi, hein. Et puis surtout, on est toujours dans des cages d'escalier, enfin pas toujours dire, mais des espaces clos, des fois, des espaces clos, des trucs comme ça. Tout est lisible, on comprend tout, on comprend où ils sont. En même temps, on est totalement dans l'action. Quand on parlait avant de la rythmique de Nicolas Bedos, lui, il a une rythmique, un timing au niveau de l'action qui est formidable. Oui, je suis donc d'accord. c'est vraiment à ce niveau-là, c'est la manière habituelle de filmer l'action, mais en version gars doué, quoi. Si vous êtes friand de ce genre de scène, je vous conseille vraiment, je vous tanne avec cette série Antidisturbios. Sur la brigade de CRS, c'est une mini-série espagnole. Mais n'aurais-tu pas laissé un petit tweet sur Twitter? Mais bien sûr, sur le Twitter mais du bar à Louisette. je vous dis que pour moi c'est la meilleure série 2020-2021. Ouais, alors si vous aimez ce genre de scène, mais vous allez vous régaler si vous connaissez Rodrigo Sorogoyen. Et en fait, vous suivez une brigade de CRS qui, pendant une expulsion, ils ont tué un mec, homicide involontaire. Et en fait, on suit une nana de l'IGPN qui va les interroger dans leur quotidien. Et on les voit aussi faire des opérations de CRS. Et vous avez des scènes incroyables. Dites-nous sur Twitter déjà si vous connaissez ça, oui, ce que vous avez pensé vous de Bac Nord, de Titan aussi. Donc on mettra un petit tweet et puis vous répondrez sur après Twitter. ça. Est-ce qu'il serait pas temps de rendre l'antenne un peu? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la grosse scène d'action, mais finalement on n'aura pas plus à dire peut-être. Sur la scène sur l'assaut. Il y a la grosse scène d'assaut. Si moi j'ai appris quand même que les policiers n'utilisent jamais le LBD. Je ne savais pas. Même s'il a très envie. Même en situation de grand danger, voilà. Ils peuvent le faire de loin sur des gilets jaunes quand il y a vraiment aucun danger, mais de très près ils le font pas. Parce qu'on voit pas les yeux, C'est une manière. Ça j'avoue. Voilà. Ça j'avoue, c'est pas très cinématographique, mais ça m'a rendu ouf. Non mais les gars, il y a un moment, c'est n'importe quoi. C'est trop les gars. On a perdu tous nos clients de la BAC là. Super, merci. Il y a plus personne dans mon bar. Parce que je pense qu'on a été mesuré dans le truc. Sachant qu'on parle d'une fiction. Voilà. Oui, d'une fiction, mais alors, comme disait Steven, effectivement, moi, tout le truc, je l'ai pris comme une fiction, et à la limite, je m'en fous que ça respecte pas ce qui s'est passé. Moi, un de mes films préférés, c'est Social Network, et il ne respecte absolument pas certaines choses qui se sont passées pour le fondateur de Facebook. L'enjeu n'est pas le même. Non, mais c'est des milliards aussi. Mais l'enjeu social n'est absolument pas le même. Mais en tout cas, moi je m'en fiche que ce soit un biopic. Il faut surtout pas que ça respecte exactement les trucs. Par contre, effectivement, quand on commence à brouiller les faits de réel, c'est ça. C'est brouillé à ça. Absolument. Manuel Valls. En mettant Manuel Valls, qui est déjà un brouilleur de réel à lui tout seul. Donc, quand il arrive dans le film et qu'on voit qu'il est en train de réagir à la véritable affaire qui a eu lieu, là. Et d'autant plus qu'il y a vraiment des signaux qui font référence à la véritable affaire. On parlait du voleur de portefeuille là, qui a de la thune, et ils prennent pas. Et ça, c'est un message énorme, qui est explicite. On dirait un communiqué d'alliance. Autre chose qui est un peu problématique, c'est quand il raconte que. En gros, c'est la merde dans la cité. On a des scènes avec des assassinats qui est une scène un peu, qui est une succession de scènes un peu chelou. Ouais, absolument. C'est pas la meilleure. Et notamment une scène avec un indique qui brûle dans une voiture. C'est un des trucs qui est reproché à la BAC Nord d'avoir, en gros, donné le nom d'un indique pour qu'il se fasse tuer. C'est vrai. Là, t'as des signaux où en fait, tu vois le co-scénariste ou le. Mais je pense que c'est issu du livre. Oui. Et comme le livre est une justification de tous les actes des policiers, s'il se base sur le livre, effectivement, mais comme on dit... C'est là où, tu vois son message de début de dire c'est inspiré, mais c'est une fiction. Moi, il m'a manqué des moments, on en parlait, parce que je l'ai vu avec Louise en rentrant, t'attendais qu'il y ait un des trois j'étais qui là, meurt. le papa il va mourir. C'est sûr. Et il aurait fallu une vraie distorsion pour dire c'est une fiction. C'est de la fiction, et il faut qu'il y en ait un qui meurt. C'est là où il joue avec le réel. Comme dans La Haine. Comme dans La Haine, tu vois. Mais de toute façon, là, ce jeu avec le réel, à partir du moment où moi aussi j'ai vu les écrans, j'ai dit là, il y a un souci. Et puis la fin où t'as le truc un peu classique dans les films inspirés de faits réels. Exactement. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et là, habituellement, tu l'as à la limite comme un générique, c'est-à-dire on te le met juste, mais là, les acteurs sont filmés. Il le rentre à l'intérieur du film. C'est là où il prête le flanc à toutes les critiques qu'on peut lui faire sur son rapport au réel. Mais avec quand même quelques bons moments aussi, notamment sur le personnage de Gilles Lelouch qui reste tout seul. Enfin, il était dans sa prison, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Non, mais je dis pas que c'est mal fait, je dis qu'il joue. C'est ça, c'est-à-dire qu'en tant que personnage
personnages de fiction, de parcours de personnages de fiction, c'est très bien foutu. Pour un film d'action d'une heure et fait. demie, bon, c'est vrai qu'il y a que le personnage de Gilles Lelouch qui est un peu comme ça creusé, mais c'est vraiment bien foutu. Mais comme tu dis, comme on a brouillé l'effet de réel, on se dit alors quoi, vraiment, il y a un gars qui est comme ça dans la réalité. Moi, à partir du moment où il a mis les vraies images de, c'est là où ça. C'est en prison. Là, il y a un truc qui commence à plus aller. Enfin, qui commence à plus aller, qui continue de plus aller. Bon, on me dit dans l'oreillette. C'est Emmanuel Valls qui te posait problème. Dès que je le vois dans les... On me dit dans l'oreillette qu'on va fermer les locaux. Oui, on me dit dans l'oreillette qu'on a fermé depuis très longtemps. On n'a pas pu faire. On n'a pas pu faire mieux. Mais moi, je veux quand même une bière avant de partir de ce bar. Allez, comme d'habitude. On prend une bière, on rend l'antenne, on prend une bière. On serre la mousse et on s'en va. Allez, à bientôt tout le monde. Merci à tous. Ciao les gars.